Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Pride pour la lecture et l'analyse du tout nouveau livre d'armée pour Warhammer Age of Sigmar avec les Beasts of Chaos, les hommes bêtes tels qu'on les connaissait avant ou les bêtes du chaos. On est sur une des plus anciennes armées de Warhammer, à la fois Battle et Age of Sigmar. Là, pour le coup, en plus, une armée très très forte qui avait été buffée par un White Dwarf et qui avait eu son coup en point diminué, qui bénéficiait de plein de choses, qui étaient assez frustrantes malheureusement à jouer. Et là, ça va être que du plaisir. Qu'est-ce que t'attendais et qu'est-ce que t'as eu alors ? Clairement, ce que t'as dit, c'était que c'était une armée qui avait été faible pendant quand même une très grande majorité de son histoire et qui avait eu un certain nombre de patchs. Alors les premiers étaient des baisses de points régulières, ce qui n'avait pas rendu l'armée jouable. Et en plus de tout ça, à un moment, ils avaient eu la magnifique Rustin White Dwarf, avec une invocation relativement dégénérée, et qu'il était resté malgré un nerf qui était arrivé derrière, mais c'était quand même trop fort et trop permissif. Et surtout, l'élément de décor, donc la pierre des hardes, le plus fumé de l'histoire du jeu. On espérait quand même, globalement, que ça change, et il y a quand même une refonte assez profonde du gameplay de l'armée, qui avant était, comme je disais, très permissif via le faible coup en point du point de vie, qui faisait que tu pouvais mettre des hordes absolument monstrueuses sur le champ de bataille, et une invocation qui était trop forte et qui permettait de ramener beaucoup trop facilement des monstres qui avaient beaucoup de points de vie. Tout ça c'est fini, ou presque, ça a changé, la pierre des hardes s'est fait triple nerf, alors ça reste fort, mais elle a quand même subi un triple nerf. Et à côté de ça, on retrouve ce qu'était le gameplay des hommes bêtes à la base, c'est-à-dire les embuscades, avec des aptitudes qui sont vraiment fortes, vraiment intéressantes, beaucoup de synergies, de combos très intéressantes à mettre en place, mais des coups en point relativement élevés. Ce qui fait qu'on a moins de figurines qu'avant, ou alors en tout cas si on veut avoir beaucoup de figurines, on va devoir délaisser les Bestigor ou les Minotaurs pour aller chercher de l'humble Gore ou du Ungor, qui restent des PV pas très chers, mais qui sont quand même, sans synergie, moins forts que leurs copains qu'on voyait avant. Et il y a vraiment beaucoup d'actions héroïques à faire, il y a des tricks dans tous les sens, mais c'est terminé, les hordes de 250 PV, immunisées à la bravoure, qui rallient sur du 4, ce genre de choses. Donc le gameplay est très intéressant, je pense beaucoup plus dur à prendre aussi en jeu, parce que même si tu frappes fort, tu encaisses assez mal. Et dans le jeu de trading de ressources qui est devenu AOS aujourd'hui, c'est-à-dire tu prends une unité, tu vas tuer l'unité de l'adversaire, et lui va te tuer la tienne. Avant, tu avais beaucoup plus d'unités dans ton armée, de toute manière, t'en réinvoquais, donc tu gagnais forcément à ce jeu-là. Aujourd'hui, pour gagner à ce jeu-là, il va falloir tuer l'unité de l'adversaire et essayer de se prémunir de sa contre-attaque, et c'est pas si facile que ça. Yes, donc en tout cas, un assainissement de l'armée, en tout cas pour les adversaires des hommes bêtes, qui va quand même être un très bon battle top, c'est-à-dire une armée qui va être forte, basée donc sur des tricks de jeu, et qui est dans l'ADN finalement de ce que rattrapait l'histoire de cette armée. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'histoire d'ailleurs des hommes bêtes ? Les hommes bêtes, ils se considèrent eux-mêmes comme les vrais enfants du chaos, c'est-à-dire eux, ce qu'ils veulent, c'est l'entropie, c'est-à-dire mettre à bas toutes les civilisations, raser tous les cultes, quelque part, y compris les cultes des autres dieux. Donc il y a des hommes bêtes afféodés à des dieux, il y a les Slangor et les Tsangor qui sont là, donc respectivement afféodés à Slanesh et à Tzeentch, et les autres enfants du chaos, les hommes bêtes les considèrent comme étant des parvenus, en fait, qui ne vénèrent pas le chaos dans ce qu'il doit vraiment être. Et c'est des armées vraiment d'embuscade, c'est-à-dire que dans le fleuve, c'est écrit plusieurs fois, la bataille commence quand tu as un coup de cor de chasse et tout le monde panique un peu parce qu'ils savent pas par où ils vont arriver. Et déchaîne les enfers ? Et ils déchaînent les enfers, tout à fait, à leur signal. Et donc, globalement, ça se retranscrit quand même vraiment bien au niveau des règles, parce que c'est la seule armée du jeu jusqu'à présent qui peut mettre 100% de son armée en réserve, sachant que par exemple, les armées comme les Stormcast ne pouvant mettre que 50%, là, tu peux avoir littéralement toute ton armée en dehors de la table. Il y a plusieurs moyens de profiter de ça en arrivant d'un peu partout, donc la plupart du temps sur les bords de table, mais on verra parfois directement au milieu. Et c'est la première fois qu'on voit des unités qui peuvent tirer depuis les réserves, ou des héros qui peuvent faire des actions héroïques depuis les réserves, ce qui induit un gameplay assez anxiogène aussi pour l'adversaire, parce que tous les bords de table sont menaçants, en fait, quelque part, y compris ceux de ta zone de déploiement. Je trouve que c'est super intéressant aussi de voir maintenant où est-ce que Game Workshop veut emmener cette 3e édition d'Age of Sigmar, puisque, on le rappelle, saison 0, c'était les monstres, donc on avait quelques actions monstrueuses et des bataillons qui nous permettaient de nous en prémunir. Ensuite, ça a été justement la saison de l'infanterie, et là, on le voit avec ce Battle Top et aussi cette nouvelle saison, Game Workshop focalise le gameplay et l'ADN de chacune des armées sur deux choses, les actions monstrueuses et les actions héroïques. Ouais, c'est ce que tu as dit, il y a déjà beaucoup de nouvelles actions héroïques, tous les héros peuvent les faire. Donc on a quand même envie de jouer beaucoup de héros. Et à côté de ça, ce qui est vraiment bien dans ce Battle Tome aussi, c'est qu'il a été assaini au sein de ses unités aussi entre elles. Avant, il y avait quand même une nette prédominance des Bestigor, des Tsangor Enlightning sur disque, ou alors tout simplement des Dragons Ogres. Et aujourd'hui, on regarde le Gore, l'Ungor, le Santigor, ou même les chars à sangle-bouc, des unités qu'avant tu ne voyais jamais. Elles sont toutes rééquilibrées, elles valent toutes quand même relativement cher, elles tapent toutes fort en tant qu'en moyennement. Et honnêtement, il y a un vrai bon boulot qui a été fait. Il y a quand même 2-3 règles
quand tu les regardes, tu lèves un sourcil en te disant ça a quand même vraiment l'air extrêmement fort, mais soit elles sont assez aléatoires, soit elles sont portées par des monstres qui sont moins forts que ce qu'ils étaient avant, en tout cas toujours aussi fragiles, et que dans tous les cas, tu n'invoques plus, parce qu'il n'y a plus du tout d'invocation dans la liste. C'est ça qui la rendait quand même vraiment trop forte. À côté de ça, tu dis il est vraiment complet parce qu'il y a des nouvelles actions héroïques. Ils ont gardé, un petit peu changé, mais ils ont gardé des fureurs monstrueuses propres à chacun des monstres, et ça c'est vachement bien. Et je pense que tous les BT devraient avoir une action monstrueuse type sur leur monstre. Donc le Sigor va manger un sort, le Gorgon va se régénérer, la Chimère va tuer à peu près tout ce qu'elle touche, ce genre de choses. Je trouve ça vraiment bien, c'est un vrai bon boulot au niveau de ce Battle Tome là, qui a l'air fort, mais globalement assez équilibré. On va maintenant rentrer dans le dur du Battle Tome en découvrant justement les aptitudes d'allégeance. Tu as commencé à nous en parler, c'est une des seules armées qui peut être en full frappe en profondeur, c'est-à-dire au début de la partie, vous n'avez aucune figurine sur la table, attention quand même. Hein. Là en tout cas la règle c'est l'embuscade. Au moment du déploiement, on rappelle qu'à Age of Sigmar ça se fait unité par unité, sauf si on prend un bataillon, ce qu'on appelle one drop, qui nous permet justement de tout mettre dedans. Et là en gros au moment où vous allez activer soit une unité, soit un bataillon en l'occurrence, vous allez pouvoir justement diviser ces unités et plutôt que de les mettre sur la table, vous allez mettre en embuscade. Et à la fin d'une phase de mouvement, soit du round 1, soit du round 2, vous allez pouvoir les faire arriver à 9 pouces de l'ennemi et à 9 pouces d'un bord de table. Et pour le coup, on pourrait se dire, mais attends, une liste de corps à corps qui arrive à 9 pouces de l'ennemi, c'est quand même pas facile à passer après derrière les charges. Et là, quand on arrive justement de l'embûche, on va avoir un petit bonus de +1 à la charge. Alors c'est même un tout petit peu plus fin que ça, et pourquoi je fais la précision, parce que ça va avoir une importance assez cruciale tout à l'heure, c'est quand ils arrivent de réserve. Donc évidemment, la plupart du temps, quand ils vont arriver de réserve, c'est via l'embuscade, mais on verra qu'il y a un autre moyen d'arriver de réserve, plus près encore de l'adversaire, et donc effectivement, quand vous allez rentrer, ça va vous faire des charges à 8. Sachant que la plupart des régiments formés qui ont des états-majors ont un musicien qui redonne encore un +1 à la charge, ça veut dire que vous avez globalement des charges à 7, et on verra que c'est encore améliorable. Globalement, c'est très fort. Stratégiquement, c'est très important aussi. Pourquoi ? Par exemple, quand on prend le cas des Stormcast, ils peuvent mettre une unité en réserve pour chaque unité qu'ils ont déjà mis sur la table. Donc, tu es quand même obligé, même si tu veux mettre 50% de ton armée en réserve, de faire une pause sur la table, une pause en réserve. Là, tu peux très bien commencer à dire « ça, c'est en réserve, j'ai rien mis. À toi. » Ouais. Ça, c'est en réserve, j'ai rien mis. À toi. Donc, au bout d'un moment, votre adversaire va se déployer. Et là, tu peux commencer à mettre soit tes unités d'écran, soit tes unités de menace. Alors, attention, potentiellement, il ne peut y avoir presque aucune figurine sur la table. On rappelle quand même que la pierre des arbres, elle, vous la placez. Donc je pense que c'est pas non plus une super idée de ne rien mettre sur la table sauf la pierre des arbres, parce qu'elle va vite se faire détruire par l'adversaire. Et on va voir, même si elle a été beaucoup nerfée par rapport à avant, ça reste extrêmement fort comme effet. Et donc il vous faut quand même de quoi la protéger. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a plus de zone d'effet. Comme avant, tu avais la zone qui t'immunisait au moral et qui permettait de faire des ralliements à 4. Ces deux règles ont disparu. Donc plus d'immune moral, plus de rallye, mais du coup plus de zone, parce que le bonus sur la rend qu'elle a conservé touche la table entière. Donc vous avez vraiment envie de la cacher tout au fond, sachant que tu n'as plus d'invocation, donc tu n'as plus le, tu sais, je sacrifie à côté de la pierre. Donc tu peux vraiment la planquer très très loin. Mais c'est bien d'avoir quand même un ou deux persos, voire un ou deux cordons autour, parce que si l'adversaire la détruit, tu prends quand même une grosse baffe au niveau de l'armée, parce que ce qu'ils ont fait de manière assez intelligente, comme cette pierre te rajoute 1 en rend, et à partir du tour 4, ça a été décalé d'un tour maintenant, à partir du tour 4, 2 en rend, ils ont un peu triché, c'est-à-dire qu'ils ont dégradé dans les War Scrolls toutes les autres rennes de l'armée. Donc c'est terminé la reine -4, la reine -5, enfin, c'est devenu très très rare. Maintenant tu te retrouves avec de la reine -1 sur des armes à deux mains qui sont traditionnellement reine -2 pour un peu, entre guillemets, contrebalancer la pierre. Mais le problème de ça, c'est que si la pierre se fait détruire, tu te retrouves à retaper mou, comme c'était un peu le cas d'avant. Yes, on n'oublie pas, hein, bien évidemment, ça va aussi dire que alors quelqu'un qui aurait une énorme mobilité ou en tout cas un sort de TP et ainsi de suite, pourrait ce qu'on appelle faire une Congo line, c'est-à-dire en gros espacer toutes ses figurines de 1 pouce pour respecter sa cohésion d'unité. Finalement, à l'extrémité de chacun de ses packs, faire une espèce de petit trio, comme ça toutes les figurines sont bien à 1 pouce de 2 figurines et couvrir quasiment l'intégralité de la table. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'on voyait beaucoup sur la première édition d'Age of Sigmar. À voir si ça revient, mais en tout cas, comme tu l'as dit, c'est pas forcément conseillé de tout mettre non plus en renfort. Non, je pense que tu vas avoir des unités qui vont rester derrière, parce que tu es quand même assez fragile. Il n'y a pratiquement pas de protection, il n'y a pas non plus de très très bonne sauvegarde. Tu as des armures lourdes, mais ça reste de la sauvegarde à 4+, donc tu vas craindre le tir, tu vas craindre les unités qui frappent en premier, tu vas craindre ce genre de choses. Donc tes unités vraiment coup de poing, elles vont être en réserve. Maintenant, tu as quand même beaucoup de bons écrans, d'unités de prise de points, de petites unités de chasseurs, et elles, je pense qu'elles seront sur la table. La deuxième aptitude d'allégeance, ça va être le rituel de ruine. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors, première chose, ça ne se fait que pendant votre phase des héros à vous. Garde-fou indispensable, sinon ça aurait été assez dégénéré. Qu'est-ce que ça va dire ? Ça veut dire, en fait, vous avez 4 nouvelles actions héroïques, et chaque héros homme-bête peut la faire en plus des actions héroïques que vous pouvez faire d'habitude. Donc si vous avez, par exemple, 5 héros, il y en a un qui peut faire une action générique, et chacun des 4 autres peut faire celle-là. Donc on va les voir, elles sont globalement fortes et elles sont synergisantes. Là où c'est vraiment très intéressant, c'est que un maximum de ces héros
peut également faire ses actions héroïques en étant mis en réserve. Et dans ce cas-là, comme il n'est pas sur la table, il va le faire de n'importe lequel des bords de table que vous allez choisir. Donc on verra qu'il y a quand même des trucs qui cognent, ou il y a des trucs qui restreignent beaucoup le mouvement de votre adversaire. Pour aller faire de n'importe quel point du bord du champ de bataille, assez souvent à 12 pouces de l'adversaire, c'est quand même pas rigolo. Alors après, il y a une contrepartie par rapport à ça, c'est l'ancien coup de dague pour l'invocation. Tu vas te mettre des 3 BM, ou tu vas mettre des 3 BM à unité qui est à 3 pouces de toi, ne pouvant pas être annulée. Quand tu es mis en réserve tout seul, t'as personne à côté de toi, parce que t'es pas sur la table, donc tes BM, tu te les mets tout seul. Donc au bout d'un moment, le personnage qui doit rentrer de toute manière avant le 3e tour, s'il le fait 2 fois, sur les petits héros, il y a des chances qu'il meure. Et les gros héros, vu qu'ils valent quand même cher en points, t'as envie de les faire rentrer C'est sur drôle la parce que le table. mec sera pas sur la table, t'entendrais. J'étais sûr que t'allais dire ça. Mais oui, Ça t'a manqué, hein. Oui, ça m'a manqué. C'était la petite dague, toi. Mais voilà, c'est ça, la petite sarbacane. Mais globalement, non, c'est vraiment très très fort. Donc, quelles sont ces fameuses actions héroïques? La première, c'est des blessures mortelles à 12 pouces. Alors, on rappelle que c'est des actions héroïques, hein. Donc, c'est pas contrable, il n'y a pas de jet de dés à faire, c'est automatique. Donc, c'est quand même relativement fort. Donc, mettre des blessures mortelles comme ça à 12 pouces via n'importe lequel de vos héros pendant toutes vos phases de héros, ça c'est quand même très fort. Et donc, on rappelle que si c'est l'action, parce que vous ne pouvez encore une fois en faire qu'une seule, qui est choisie pour être fait par un héros qui n'est pas sur la table, vous choisissez un point du bord, et ce point est considéré comme étant le héros pour ce qui est de la portée et de la vision. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère de Galet, tous les petits personnages cachés à un pouce de leur battle line en disant « c'est bon, je vais pas pouvoir me faire tirer dessus », s'ils sont à moins de 12 du champ de bataille, vous choisissez le point, donc la ligne droite, parce que c'est le chemin le plus court entre 2 points, vous dites « mon héros, il est là », il est à moins de 12, donc tu vas prendre des CBM. C'est un sniping qui est vraiment très très fort. Alors, ces règles, on va les retrouver payées dans le coin en point des héros qui valent quand même relativement cher pour ce qu'ils font en dehors de ça. Mais c'est extrêmement important et c'est très très fort de se dire, écoute, tant que tu vas rester derrière, il y a une potentialité de te faire sniper quand même assez facilement, ce qui force vos adversaires à sortir de cette zone de 12 qui est potentiellement dangereuse, et ce qui du coup vous laisse la place pour vos unités en embuscade qui vont pouvoir rentrer avec plus de latitude derrière. Donc ça là est quand même très forte. La deuxième est encore meilleure. C'était en fait le sort de Warscroll des Brèche Shaman, qui ont un autre sort maintenant, et c'est ce qu'on appelle un pull, un aspirateur, un taunt, appelez ça comme vous voulez, mais en gros vous ramenez l'unité de Un grappin dans Warhammer Online. Un grappin, voilà. Et ça, globalement, je trouve ça extrêmement fort, notamment pendant les 2 premiers tours, où vous avez forcément des unités qui des fois sont pas très mobiles, et à chaque tour vous allez les ramener vers le bord du champ de bataille. Donc on peut penser à une grosse Death Star de nains en slip énervés, qui sont pas très mobiles, et que tu vas dire, premier tour, toi tu vas revenir vers moi, donc il va repartir à son tour, puis s'il n'arrive pas à sortir des 12, écoute, tu vas revenir vers moi. Et même en termes de jeu, sur des héros placés sur la table, en termes de stratégie, de déplacer les mouvements de l'adversaire, c'est une des règles les plus fortes que tu peux trouver aujourd'hui à Warhammer, c'est contraindre les mouvements de ton adversaire, non seulement en les ralentissant, mais là en les amenant vers toi, ça peut augmenter tes charges, ça peut le faire sortir des objectifs, cette règle est quand même vraiment très forte. Il y a des modifications, on n'a pas le droit de l'utiliser pour désengager une unité ennemie, puisqu'en fait on n'a pas le droit de le faire si l'unité est à moins de 3 pouces d'unité amie, mais encore une fois, soit on va le faire depuis la figurine présente, soit depuis un bord de table. Et donc ça veut aussi dire, T1, je te sors de la bulle, ou en tout cas je te sors des Fire Slayer, justement de ta protection à 4, il y a quand même un monde dans lequel en fait c'est très tricksy, ça va être très agréable, mais il faut aussi noter qu'on a moyen de s'en prémunir, c'est-à-dire qu'en fait si notre personnage, on l'encercle, il pourra pas le faire. Oui, mais par contre tu peux ramener l'unité pour te libérer de la place. Il y a vraiment énormément d'options de jeu qui sont offertes par cette action héroïque-là, qui va être, je pense, utilisée assez souvent. Mais rien qu'on a vu que les 2 premières, t'as déjà envie d'avoir minimum de héros pour la faire, et t'as quand même pas envie d'oublier tes heures de gloire ou ta génération de points de commandement, donc on verra pas mal de héros dans Yes, je vais déjà mettre un haut là, comme vous le voyez, c'est très très fort. On est à l'approche de ce Battle Tome un petit peu moins salé que ce qu'on a pu être sur d'autres Battle Tomes, où pour nous il y a un vrai problème d'équilibrage qui va amener malheureusement un arrière-goût pas très agréable sur Age of Sigmar qui avait été prémuni de ça. Là, le Battle Tome coûte tellement cher que on va pas jouer énormément de figurines non plus. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'était un Battle Tome qui permettait énormément de tricks de jeu, et pour le coup c'est vraiment un Battle Tome qui, avec un petit peu de réussite, et c'est surtout une belle connaissance de son armée et de l'armée adverse, va faire que le skill cap, c'est-à-dire que la capacité d'avoir un très grand général et de faire des très bons résultats avec cette armée est vraiment présente face à d'autres armées où quand tu joues 9 Drake, ça passe quoi. Plus la latitude de te dire j'ai tellement de points vides pas chers que même si je fais n'importe quoi avec, je vais gagner à l'attrition pure, parce qu'on verra, les unités sont fortes, mais elles valent vraiment cher en point, même quand on les compare à d'autres unités. Après, leur règle d'armée, ce qu'on appelle l'allégeance, est quand même très forte. Maintenant arrive un peu plus de tanking avec les 2 actions héroïques qui restent. La première, c'est un héros ou un point du champ de bataille va choisir un autre héros, et toutes les unités d'hommes bêtes, donc toutes celles de ce Battle Tome-là, entièrement à 12 de ce héros-là, vont avoir une protection à 6. Mine de rien, c'est quand même pas négligeable, parce que comme l'armée tank pas très bien, avoir un surcroît de tanking sur une bonne partie de votre armée quand même, c'est assez intéressant.
Et le dernier, c'est la même chose. Vous allez choisir une unité et en fait, elle va être immunisée au test de Battle Shock, donc à la bravoure. Sachant que l'armée n'a pas une bravoure de dingue. Voilà, ces deux-là sont quand même vraiment bien. Les deux premières, stratégiquement, offrent beaucoup de choses. Et ces deux-là t'offrent un peu de permissivité aussi dans ton gameplay pour éviter de te faire trop facilement tuer à l'attrition ou ce genre de choses. On passe maintenant au trait de commandement. On rappelle qu'on ne peut en avoir qu'un dans une armée, que ça n'est pas utilisable sur un personnage nommé. Ça va être prenable par tous les héros hommes-bêtes. Donc pour le coup, il n'y a pas de différenciation entre les sorciers, les machins. Non, là c'est vraiment tout le monde peut le prendre. Le premier, ça va tout simplement permettre à une unité qui, elle, a été mise en réserve lors du déploiement. Après le déploiement, vous allez pouvoir regarder les unités que vous avez mis en réserve et dire que celle-là, une spécifique, arrivera directement n'importe où sur le champ de bataille à 7 pouces de l'ennemi à la fin d'une de vos phases de mouvement. Alors, dit tout à l'heure qu'il y avait plus d'en charge. Voilà, c'est ça. C'est parce que globalement, ça reste une unité qui va arriver des réserves, donc elle a le plus un natif. Et si c'est une unité qui a un musicien, donc globalement tout sauf les dragons ogres, enfin tout ce que tu as envie de mettre en réserve notamment, elles ont encore en plus un en charge. Donc mine de rien, ça te fait une charge à 5 de n'importe où sur la table. Alors quand tu te dis, quand tu lis ça la première fois, tu te dis c'est très fort. Je vais mettre 30 bestigors ou je vais mettre 9 boulgors. Et ben en fait, quand tu regardes le coût en points de ces unités-là, tu te dis non. Je vais mettre 10 ou 20 bestigors max, parce que comme ils valent très cher. En fait, pour une unité qui va arriver, taper, certainement tuer un truc, il faut avoir enlevé les cordons d'abord, sinon elle s'écrase dedans, et va certainement mourir après, tu ne peux pas te permettre de mettre 660 points, donc c'est le prix de 30 bestigors, là-dedans. Donc c'est très fort, mais c'est utilisé avec parcimonie. En fait, c'est pas une énorme Death Star qui va rester derrière, c'est plus, je pense, un outil supplémentaire sur une bonne unité vraiment équipée corps à corps pour aller taper. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même très fiable dans sa charge. T'es sûr qu'elle va faire ce pourquoi tu l'as payé, en fait. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, tu parlais de l'aspect anxiogène, mais typiquement, ça joue à ça. Quand on sait que le mec, il va réussir ses charges et que ça peut arriver de partout, bah, déjà, tu vas venir Biquette over. Parce que franchement, énervé cette petite biquette, hein, le petit moignon, il rigole zéro. Alors, Mais t'imagines, en fait, c'est là où l'intérêt des actions héroïques sont là, parce que quand t'as une grosse unité en réserve avec ça, donc ton adversaire, il le sait, parce que c'est écrit sur ta liste, hein, ton trait de commandement. Donc il va essayer de cadrer la table pour empêcher les fameuses bulles à 9 autour desquelles tu peux pas faire une frappe en profondeur. Mais là, vu que t'as une action héroïque que tu peux faire de quasiment partout qui permet de redéployer des unités, tu vas te libérer des trous toi-même. Donc celui-là est très fiable, mais encore une fois, tu peux pas te permettre d'avoir 33% de ton armée, ou même plus que ça, en réserve, qui attend de venir avec ça. Et on ne s'inquiète pas non plus, puisque certes, donc phase de héros, encore une fois, c'est que un tour sur deux, puisque c'est la phase de héros, de l'homme bête. Lui, il va faire ça, il arrive, en l'occurrence, à moins de 9, ça veut dire qu'une de vos unités pourra se déployer. Ouais, tout à fait. C'est aussi Voilà. à voir, Mais tu peux faire beaucoup de choses avec ça, mais il est quand même assez fort. Yes. Le deuxième, ça va tout simplement permettre à un général de non pas faire une, mais deux actions héroïques issues du Battle Top. Et il est précisé bien évidemment que vous n'allez pas vous one-shot, c'est-à-dire que vous allez prendre qu'une fois les D3 blessures mortelles. Alors celui-là, je le trouve bien à petit format, parce que globalement, je pense qu'à 2000 points, tu auras suffisamment de héros pour faire toutes les actions héroïques que tu as envie de faire. Par contre, ils valent quand même, comme on l'a dit, relativement cher, notamment pour ce qu'ils font en termes de tanking ou de dégâts. C'est pas non plus les brutes que c'est censé être, surtout en comparaison avec d'autres types de héros plus verts et beaucoup moins chers. Donc, c'est compliqué, notamment à format 1000 points, de s'en payer 3 ou 4. Or, comme tu as vraiment envie de faire au moins 3 actions héroïques, celui-là, à 1000 points, je pense qu'il est vraiment bien. À 2000, quand tu regardes celui-là ou ceux qui vont arriver après, je pense que tu n'iras pas forcément le chercher. Le troisième, d'ailleurs, c'est tant que son général est à moins de 3 pouces d'unité ennemie, donc que celui-ci est engagé, alors toutes les unités hommes-bêtes entièrement à 12 pouces ont plus 1 à leur au pluriel, caractéristique d'attaque de mêlée. Alors c'est quand même fort, notamment sur le Beast Lord, donc le seigneur des bêtes, donc le chef homme-bête à pied. Grosse biquette. Ouais, la grosse biquette. On verra tout à l'heure, la grosse biquette a une autre règle similaire qui buffe encore les copains quand lui-même est au corps à corps. Donc en fait, quand tu combines les deux, si tu mets ta biquette au corps à corps, tous les autres vont faire très mal. Le problème, c'est que ta biquette, elle va tenir un round et après, elle va mourir. Maintenant, on rappelle qu'actuellement, c'est un Gaëtian champion, donc il a le trait qui lui permet de ressusciter pour refaire un gros tour d'attrition. C'est pareil, celui-là, je pense qu'à petit format, il est vraiment bien. À gros format, l'adversaire va quand même taper très fort, et même si ta biquette revient, je pense qu'en 2 tours, tu vas te faire défoncer. Sachant qu'on verra, les unités frappent fort, mais les synergies que tu peux mettre en place peuvent vraiment sublimer tes dégâts, tu peux vraiment faire extrêmement mal. Je pense que tu n'as pas forcément besoin de celui-là, qui en plus te demande quasiment de sacrifier un héros, parce qu'il va le faire qu'une fois, ou 2 s'il ressuscite, mais c'est sur un 3+, c'est pas automatique. Et après, il va mourir, et tu en as quand même besoin tout au long de la partie pour faire des actions héroïques. Donc il est fort, mais je pense qu'il n'est pas auto-inclus. Yes, c'est bon, tu parlais des petits formats et ainsi de suite. En tout cas là, si on veut polariser sa liste autour d'un gros sorcier, on peut, puisqu'avec ce trait, en gros, il va ajouter le numéro du round à ses castes de sorts. Sous-entendu, tour 1, il aura plus 1, tour 5, il aura plus 5. Donc tour 5 qui est meilleur que Nagash, ça fait toujours rigoler, car c'est quand même un chaman biquette.
Il y a un sort, le domaine est bon, hein. Globalement les deux domaines sont bons même, parce que là pour le coup c'est toujours séparé, donc tu as le domaine Thunderscorn, donc, qui est réservé aux Shaggoth, et tu as le domaine générique qui est réservé aux Bray Shaman principalement. Le domaine est bon, il y a un sort qui est extrêmement fort, et tu te dis si je veux vraiment être sûr de tuer systématiquement l'unité qui va être maudite par ce sort-là, je peux aller chercher celui-là, parce que tu auras forcément au moins un sorcier. Après, c'est mettre quand même ton trait de cause sur un personnage qui est relativement faible. Encore une fois, à moins de le mettre sur un Shaggoth, mais il est loin d'être aussi mauvais qu'il a l'air. On continue, cette fois-ci on est dans l'attrition, puisque en gros, au début de la phase de combat, on va pouvoir lancer un dé pour chaque unité qui sera à moins de 3 pouces de ce général, et sur un 2+, elle prendra D3 blessures mortelles. Alors en soi, il est pas bon. Et la première fois que tu lis le Battle Tome, tu dis ok, celui-là je le prendrai jamais. Et après, tu vois un artefact qui fait la même chose, un sort qui fait la même chose, un personnage qui fait la même chose, plus l'action héroïque potentielle, le stomp notamment. Et tu te dis, en fait, si je synergise tout sur un personnage, donc typiquement un Shaggoth pour le coup, je peux avoir un gars qui va mettre des petites novas comme ça et qui va le faire jusqu'à 4 fois. Alors je pense pas que ce soit extrêmement fort, mais en tout cas, si tu décides d'avoir un personnage vraiment fait pour mettre beaucoup de mortels, faire un peu le Pikachu au milieu, tu peux, et dans cette optique-là uniquement, il est intéressant. Maintenant, si tu alignes vraiment les planètes et que tu arrives à faire les 4 effets, tu peux tuer des unités pléthoriques, parce que c'est de la BM quasiment systématiquement, et c'est très fiable, c'est du 2+, ce genre de choses. Je sais pas Donc, m'avancer, mais tu peux en mettre jusqu'à 12 en un tour. oui, voilà, c'est ça. Et surtout les ennemis. À J'ai 3 vachement pouces. bossé. Donc, J'adore les biquettes. Moi, depuis que je suis grand comme ça, j'ai jamais amis, je les faisais têter. Oh, je sais pas. C'est vrai, tu sais que quand j'étais petit, je donnais du lait aux petites biquettes avec un biberon, c'était trop bien parce qu'elles tétaient. J'ai grandi dans une ferme à la base, non, mais du côté de ma mère. Voilà. Vous en apprenez plus sur les hommes bêtes et sur les Bien sûr, j'ai grandi à Vesoul. Non, mais c'est vrai, du côté de ma mère, c'était des paysans. Tout le monde s'en bat les couilles, hein, de toute façon. Donc t'as un Shaggoth Pikachu, c'est ça qu'il faut retenir pour conclure sur ce trait de cause. Et enfin, pour terminer, on va avoir un trait qui reprend une règle historique des hommes bêtes, c'est le fait que si le général est sur le champ de bataille, alors si une unité fait un mouvement normal et qu'elle débute ce mouvement normal à 6 pouces d'un élément de terrain, encore une fois, parmi les 8 qu'on est censé avoir sur une table de jeu, plus les décors de faction, elle va ajouter 3 pouces à sa caractéristique de mouvement. Attention, ça n'est pas capé. Enfin, c'est capé sur les moves, mais c'est-à-dire que vous pouvez avoir 2-3 unités qui sont à chaque fois sur des décors différents. Tant que le général est là, ils ont plus 3 pouces de mouvement. Ouais, c'est quand même vraiment fort. Alors c'était la règle qui transcendait le chaman, donc évidemment il l'a plus, celle-là. Maintenant le chaman n'appliquait ses +3 que sur les unités qui avaient le keyword Bray Herd, typiquement les biquettes. Voilà. Maintenant ça marche sur potentiellement toute l'armée et ça peut être porté par autre chose qu'un chaman. Donc c'est-à-dire que vous pouvez jouer sans chaman. Quand on verra le domaine de sort, non. Mais vous pourriez jouer sans chaman et Petit quand format, même pour le coup, utiliser cet effet qui est vraiment très fort. Parce que l'armée bouge quand même bien, mais t'as pas non plus 50 courses et charges ou ce genre de choses. Par exemple, les Tsangor longs, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Donc garder ce +3 pouces, notamment quand on verra les unités sur disque, bah, tout de suite ça les fait bouger de 19 au lieu de 16, ça change quand même beaucoup de choses. Donc il est quand même vraiment pas mauvais, mais il y en a plusieurs qui sont bons et je pense qu'il y a des vrais choix à faire pour le coup. On enchaîne ensuite avec les artefacts. Encore une fois, un seul domaine d'artefacts pour tous les héros, quel que soit leur type. Après que le porteur ait fait un mouvement de charge, on va prendre une des unités ennemies qui est à 1 pouce ou moins de cette figurine, on va jeter un dé sur un 2+, et ben elle aura l'aspect tape en dernier. Un petit peu dommage que ça soit sur du 2+, parce que tu peux pas avoir, surtout dans un jeu de trade, comme je vous le disais tout à l'heure, Age of Sigmar est en train de revenir, c'est dommage de faire son 1 et de se dire putain il va interrompre, enfin il va même pas interrompre, il va taper aussi. Alors c'est quand même très fort. Certes c'est aléatoire mais c'est très fort. On verra qu'une des unités qu'on ne voyait jamais avant dans le Battle Tome, qui est le Gore, c'est-à-dire l'unité de ligne emblématique de l'homme bête mais que tu n'avais jamais vu, a une règle un peu similaire. Donc mine de rien, quand tu combines tout ça, tu peux te retrouver à avoir pratiquement des tours 3 idonnettes avec beaucoup de charges et beaucoup d'unités qui vont infliger donc un fight last à l'adversaire, un frappe toujours en dernier, ce qui va permettre de casser le séquenchage. Et comme tu tapes quand même pas très bien, si tu mets par exemple 2 unités au corps à corps, il y en a une qui va tuer l'adversaire et l'adversaire va tuer la tienne. Donc le fight last est quasiment indispensable pour justement pouvoir tuer plusieurs unités de l'adversaire et donc gagner ce fameux trading et casser le 1 pour 1. Celui-là, je trouve quand même vraiment très fort. Alors certes, il y a des moments où tu vas faire 1 et ça va te coûter cher. Et je pense qu'en automatique, il aura peut-être été un peu trop fort, sachant qu'il a quand même déjà une bonne tête d'auto-include. D'accord, il y en a un deuxième qui va être très auto-include, et je vais te poser la question maintenant, parce qu'on commence un petit peu à voir les améliorations, en tout cas qu'on peut spam, enfin sur lesquelles on peut en avoir 2 ou 3, dépendamment de ce qu'on va jouer, alors qu'encore une fois, pour les traits de commandement, ça ne marche pas. Est-ce que tu penses qu'on ira chercher un bataillon pour avoir un deuxième Arthos dans cette armée ? Bah, sachant que les bataillons qui permettent d'en avoir d'autres, notamment les Warlords, nécessitent d'avoir beaucoup de héros, et que je pense que la liste va jouer
minimum 4 héros. C'est très facile d'aller chercher le Warlord et c'est donc très facile d'aller chercher le deuxième artefact. Et comme il y en a quand même plusieurs qui sont bons, je pense qu'on le fera. Le deuxième artefact, alors tu as dit tout à l'heure que l'armée n'avait pas d'invocation, là ça te permet quand même d'invoquer un pack. En gros, ce qui va se passer tout simplement, une fois par bataille, à la fin d'une de nos phases de mouvement, on va pouvoir dire que le porteur va souffler dans son petit corps, en tout cas dans son petit bignou, et sur un 2+, il va invoquer soit Digor, soit Dizengor, soit Dizengor Rider, qui devront arriver à 9 pouces d'un débord de table et à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie. Par contre, la particularité, c'est que ça sera sur un 2+, et si jamais on fait 1, c'est pas grave, mais ça sera à la fin de sa prochaine phase de mouvement que ça arrivera. C'est vraiment bien qu'ils aient fait ça, parce que typiquement, là, le 2+, aurait été hyper frustrant. C'est ce qu'on reproche, par exemple, à la Lady of the Vine. Elle a une invocation sur 2+, bah tu le rates, t'as payé un truc qui fonctionne pas. Donc là, ça aurait été, tu fais 1, j'ai un artefact pour rien, t'es un peu triste. Là, au final, tu fais 1, ça arrivera au tour d'après, c'est pas si grave. Après, l'unité n'arrive pas des réserves, pour le coup, elle est invoquée, donc elle n'a pas le +1 quand elle rentre des réserves pour la charge. Maintenant, mine de rien, tu ramènes quand même entre 80 et 110 points pour un artefact, c'est pas mal. Ensuite, troisième artefact, pour le coup, mécanisme de jeu nouveau, donc c'est frais, ça fait plaisir, c'est pas pété, c'est juste bien. En gros, au début d'un round de bataille, une fois qu'on sait qui va justement être le joueur avec l'initiative, c'est-à-dire le joueur 1 et le joueur 2, si on décide d'être le joueur 1, si on est le joueur 1, alors on marquera un point de commandement bonus. Si ça mange pas de pain, un Arthos qui donne minimum 5 points de commandement, c'est quand même pas mal. Et derrière, si on est joueur numéro 2, on n'aura pas le point de commandement, mais au moment où on va recevoir le point de commandement générique, les points de commandement génériques, alors le héros pourra faire un mouvement de 6 pouces. Les deux effets sont intéressants, c'est-à-dire que typiquement, quand tu es le premier joueur d'un round, tu as un point de commandement de moins que ton adversaire, donc ça permet de matcher ça. Et mine de rien, les points de commandement sont quand même assez importants dans cette armée-là. Et le petit mouvement de 6, notamment si ton adversaire dit « bah écoute, moi j'ai besoin de prendre le tour », pour aller te chercher ton héros ou ce genre de choses, bah, ça permet de le replanquer de 6 derrière, franchement. Alors, il n'est pas extrêmement structurant, il écrase pas une liste ou il transforme pas une unité en Death Star absolu, mais je trouve ça très correct comme artefact, et pourquoi pas être le fameux deuxième artefact dont on parle, honnêtement, je trouve bien. Yes, le quatrième, un petit peu plus critiquable en tout cas, c'est la hache de Morgur, puisqu'on va prendre tout simplement une des armes de mêlée du porteur, et les protections ne seront pas autorisées contre cette arme-là. Bah, ça peut être rigolo si ton adversaire a tendance à jouer Gotrek ou beaucoup de Hearthguard ou Nurgle et que tu as vraiment envie de taper dessus. Après, on rappelle que les artefacts doivent être inscrits sur la liste. Et typiquement, par exemple, quand vous allez à un tournoi, il n'y a pas aujourd'hui dans le jeu tant d'unités que ça qui bénéficient d'une grosse protection pour que tu aies vraiment besoin de les faire sauter. Et après, surtout, la contrepartie, c'est que tu n'as pas non plus de héros qui tapent énormément et qui pourraient juste avec ça aller chercher, par exemple, des Blight King ou un Gotrek et se dire, ok, sans sa protection, je suis sûr de le sortir. C'est pas le cas. C'est pour ça qu'effectivement, je trouve pas dingue. Je vais sortir un truc, voilà, mais en gros, je sais que par exemple à Warhammer 40 000, comme ces armes sont en général peu utilisées maintenant, la plupart des armes qui t'empêchent d'avoir un Feel No Pain, donc l'équivalent d'une protection dans le futur, ça va au-delà par exemple du nombre de PV que tu pourrais faire à une figurine par phase. Et j'aime beaucoup en fait le fait de coupler les deux. Bon là en l'occurrence il y a Morati, mais voilà, c'est juste par doléance, voilà, régulier. Mais c'est un petit peu léger, je trouve, comme artefact. Ouais, ça aurait pu rajouter une attaque au moins, ce genre de choses. Là, c'est vrai que déjà, de base, dans l'armée, si tu veux vraiment faire un personnage qui tape, je pense que ce sera le Shagot Pikachu avec tous les effets qu'on a vus et qu'on verra. T'as pas envie de mettre ça, même sur un Doombull, qui est pour le coup une très très bonne entrée, mais qui a pas non plus un tel volume d'attaque, qui de toute manière peut mettre des BM, donc quelque part, il va déjà t'ignorer la sauvegarde. Je pense qu'il a pas besoin de ça pour en plus t'ignorer la protection. Tu préfères faire des totems que des gros tons, voilà, c'est pour ça que je trouve un peu moyen. On continue maintenant sur l'avant-dernier artefact. Là, tout simplement, à la fin de votre phase de mouvement, vous allez être capable de choisir un objectif qui sera à 6 pouces ou moins du porteur et jeter un D6 sur un 2. Chaque unité ennemie à 6 pouces de cet objectif vont prendre des 3 blessures mortelles. Je me permets juste de rappeler le sort générique de la saison. C'est tout simplement, on va choisir un objectif qui sera alors à 12 pouces du sorcier et si le sort passe, les unités amies et ennemies prendront des 6 blessures mortelles si elles sont à côté de l'objectif. Quand on commence à faire des 6 plus des 3, il y a des choses qui vont voler, notamment des Galatian Champions. Voilà, et si en plus tu as pris le trait de co qui est juste avant, parce que bon, la portée est quand même très courte, donc globalement tu dis que tu es au corps à corps. Début de la phase de combat, sur 2+, tu vas mettre des 3, ça va te permettre de remettre. Effectivement, si c'est porté par un Shagot, c'est un sorcier, il l'est toujours, donc tu as aussi le sort. Voilà, tu peux générer quand même beaucoup de blessures mortelles. Alors, à courte portée, entre guillemets, mais en zone, ce qui est toujours très intéressant, avec un personnage qui aurait, entre guillemets, coché toutes les optimisations. Donc j'ai pris le trait de co pour faire ça, j'ai pris le sort générique, bon ça c'est pas un choix parce que tout le monde le connaît, et je suis allé prendre cet artefact-là. Encore une fois, je pense que pris indépendamment, tous ces petits effets
sont pas très intéressants. Par contre, tout combiné sur un même personnage, même si d'habitude on n'aime pas trop mettre tous les œufs dans le même panier, là je pense qu'il y a une optique où c'est vraiment viable, et bah tu te retrouves quand même avec un gars qui sature beaucoup à la BM, c'est intéressant. Yes. Et le dernier artefact, ça va être tout simplement le talisman du chaos. En gros, à chaque fois que le porteur va être infecté par un sort, une prière, une invocation, alors il va jeter un dé et sur un 4+, il n'y aura pas d'effet sur ce sort. En fait, c'est une protection classique à la magie, mais là pour le coup, vraiment Golden Premium ++, parce que ça t'immunise aux prières persistantes et également aux effets des sorts persistants. Donc c'est quand même vraiment pas mal. En fait, c'est la Rolls-Royce de la protection magique. Ça peut servir parce qu'on se retrouve quand même de plus en plus à avoir des sorts qui font mal. Et on rappelle encore une fois qu'actuellement, dans l'ère de Galet, nos personnages synergisants et importants vont quasiment pas pouvoir se faire tirer dessus, à moins des bataillons sharpshooter en face. Par contre, ils restent quand même assez fragiles à la magie. Et ça, c'est quand même une vraie grosse protection, comme peuvent l'avoir les Firestayers, de se dire, écoute, tu peux pas me tirer dessus, et la moitié de tes sorts, statistiquement, ne me feront rien. Potentiellement, je peux ressusciter en plus avec l'aspect de champion, ce genre de choses. Ça fait un personnage qui est vraiment très très dur à tomber. Yes, on a fait le tour des artefacts et des traits de commandement. Il nous reste à voir maintenant les domaines de sorts. Ils sont au nombre de 2. L'un va être pour les Brayard Shaman et l'autre va être pour les Thunderscorn. Là, on va commencer par les Thunderscorn. Le premier sort, il va passer sur du 6. Il va avoir une portée de 21 pouces. Si jamais le sort passe, on va prendre une unité ennemie visible et dans la portée du sort. Et en gros, jusqu'à sa prochaine phase de héros, l'unité ennemie aura -2 en mouvement, -2 à ses courses et -2 à ses charges. C'est un bon sort. C'est 21 pouces. C'est une upgrade stabilisée de ce qu'ils avaient avant. Ils avaient ce sort-là dans l'ancien Battletome, ça divisait. C'était peut-être un peu trop fort. Maintenant, c'est -2, ce qui est un peu moins bon, notamment sur le mouvement. Par contre, c'est vrai que le -2 sur la charge, il est quand même globalement impactant. Alors, à Age of Sigmar, t'as pas d'effet de décor comme t'as à 40k qui te mettent des -2, ce genre de choses. Mais on rappelle qu'il y a le deploy. L'adversaire ne peut pas arriver à -3 de vous. Vous allez faire donc votre redéploiement. Mettons, vous faites une valeur stat sur le jet de dés, vous faites 3, donc vous êtes déjà à 6, donc la charge à 3 est devenue une charge à 6. Si en plus il subit le -2, sa charge devient une charge à 8 alors qu'il s'était mis à 3 pouces de vous. Donc mine de rien, tu as quand même un aspect défensif avec ça, couplé au redéploiement qui est bien, et ce qui est très intéressant sur ce sort, c'est sa très bonne portée. Voilà. Sachant que le Chagot est quand même un personnage de corps à corps, ça reste un seigneur dragon ogre, donc tu te doutes qu'il va quand même un peu meuler aux clauses, mais il n'est pas si solide que ça. Donc tu n'as pas forcément envie de l'exposer trop tôt. Donc ce sort permet en fait de commencer à faire un boulot avec cette pièce qui est assez chère dès le premier tour quasiment. Donc il est pas mal. Yes, c'est marrant, tout à l'heure, encore une fois, on redisait que Age of Sigmar avant était un jeu de proposition, maintenant ça devient un jeu réellement de trading de ressources, c'est-à-dire d'échange de ressources. Donc on sait combien on a de packs, on sait combien l'adversaire en a, et le but justement ça va être de faire un delta par rapport à ces échanges-là, tout en continuant de marquer ses primaires et ses secondaires. Là on a un sort de buff qui est très intéressant, qui va passer sur du 6, qui va demander à choisir une unité amie entièrement à 18 pouces ou moins du lanceur, et jusqu'à sa prochaine phase de commandement, cette unité, à chaque fois qu'on lui tape dessus, subira -1 attaque au corps à corps par figurine qui la tatane. Cet effet, on le connaît, il est porté par Krondys et Karazai, deux persos nommés des Stormcast Eternals, et ça les rend extrêmement tanky. Donc c'est un sort que je trouve exceptionnel, parce que comme on n'a pas non plus de bonne sauvegarde ou de protection, à part on a vu l'action héroïque qui donne une protection à 6, c'est bien mais c'est pas la panacée non plus, ça rend vraiment une unité, et notamment une potentielle Death Star extrêmement solide. Voilà. Donc évidemment tu te fais saturer de gars qui tapent à une attaque, ça fait rien. Mais aujourd'hui, tout ce qui sature n'a pas une attaque. Je pense au Thrall, je pense à la plupart des unités des Slave to Darkness, au Vulkit, au Squig Herd, ce genre de choses. Voilà, tu as beaucoup d'attaques aujourd'hui dans le jeu. Enlever une attaque sur ton pack, je trouve ça vraiment très solide. Le Chagot me paraît bon. Ce sort me paraît très bon aussi, ça combine bien pour se dire que je pense qu'on a envie d'en mettre un dans une liste. On va mettre de côté le sort numéro 3 et j'y reviendrai juste après. Là, on va passer à l'avant-dernier sort, qui est tout simplement un sort qui va passer sur du 6 avec une portée de 18 pouces et jusqu'à sa prochaine phase de héros. À partir du moment où une unité ennemie fait une attaque de tir, donc de missile, dans ces 18 pouces, elle va effectuer -1 attaque. C'est plus situationnel que le premier. Déjà, parce que méta-tir, blablabla. Déjà, il y a moins de tirs aujourd'hui, et tu as quand même beaucoup d'unités qui font un tir. Voilà. Alors certes, le River, par exemple, va te faire 2 tirs, c'est sûr que s'il commence à t'en faire un, il fait plus grand-chose. Mais l'archer luminette ou ce genre de choses font un tir de base, donc en fait, ça n'affecte pas non plus. Et de toute manière, tu as moins de tirs. Le sort en soi est bon. Le petit problème, c'est que je pense pas que tu auras 2 Chagots dans une armée. Et j'aurais quand même tendance à aller chercher le sort numéro 2 qu'on a vu avant, qui est plus générique et moins situationnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plus d'effets d'attaque au corps à corps et plus d'unités de saturation de corps à corps que tu n'as d'unités de saturation de tir. On enchaîne ensuite avec le troisième sort qui va passer sur une valeur de lancement de 5, qui va avoir 3 pouces de portée, et tout simplement, chaque unité dans les 3 pouces du lanceur prendra D3 blessures mortelles. Attention, ça peut toucher les hommes bêtes, sauf s'ils ont le mot-clé Thunderscorn.
Ouais, donc ça veut dire que ça touche pas le porteur, parce qu'il y a que le Chagot qui peut le lancer et les Thunderscorn. Bah, c'est encore une petite nova supplémentaire. Donc on a vu que le trait de co permet de mettre ça en phase de combat, ça permet de mettre ça en phase de magie, il y a un artefact qui permet de désigner un objectif pour remettre à nouveau ça. Alors aujourd'hui, tu as quand même le sort générique que tout le monde connaît, et tes Chagots ne seront pas niveau 2, parce que je pense pas qu'ils aient cherché un tome arcanique. Maintenant, un jour, ce sort va disparaître, peut-être dans 6 mois, et ça restera globalement assez intéressant dans la stratégie, entre guillemets, du Chagot Pikachu. Ça, pour le coup, petit format, c'est très très fort. Hein. Un Chagot qui va prendre tous les effets, il est capable de faire très très mal à l'armée adverse qui n'a que 1000 points, donc moins de capacité de le sortir, parce que lui, son tanking Comme ça, reste c'est aussi bon à pendant 1000. ton tour, on l'a vu, tu peux aller jusqu'à quasiment 12 BM. Ouais, c'est ça. Donc il est pas mauvais. Il est moins bon évidemment que le 2, même que le 3, mais dans l'optique, je synergise tout pour que mon gars soit une petite dynamo, il est pas si mal. Yes, dernier sort, on va en parler beaucoup de celui-là parce qu'il est très fort, mais il est très dur à lancer parce qu'il passe sur du 8. Si celui-ci est passé, alors toutes les unités Thunderscorn de l'armée vont récupérer un point de vie et toutes les unités ennemies du champ de bataille vont prendre une blessure mortelle. Ouais, il est quand même. Il passe à 8, quoi. Il est quand même pas mal, mais je pense qu'il nécessite une optimisation. Donc soit l'optimisation générique Master of Magic pour relancer le spell, et encore 8 relançables, c'est pas si simple que ça, soit celle qu'on a vue en fait qui permet d'ajouter le niveau du tour. C'est-à-dire que T1, tu vas passer sur du 7, c'est pas non plus l'assurance tout risque. Après, ça va devenir 6-5, et bon, après, tu le passeras automatiquement. Alors, je pense qu'il faut quand même jouer beaucoup de Thunderscorn, donc tu as que le Chagot et les Dragons Ogre pour vraiment le rentabiliser. Maintenant, si en face, tu commences à avoir beaucoup de petits Galatian champions, et quand tu vois les nouveaux scénarios de la version, tu as quand même envie d'en avoir un certain nombre, ils ont 4-5 PV, hein, donc si à tous les tours tu leur mets ça, au bout d'un moment, ça va être dur. Encore une fois, plus les D3 qu'on a vu qu'on pouvait mettre, plus aussi le fait que si t'es à 9 pouces d'un bord de table, bah, potentiellement tu peux en prendre aussi des 6. Hein. Ouais, donc en fait, ou si sur la table à 12, non, mais le sort est vraiment bon, mais comme tu as dit, en fait, tu ne peux pas le prendre de nature peinture et te dire c'est bon. Voilà. Il faut forcément, en plus du sort, une optimisation, et comme il n'y en a pas en artefact, forcément un trait de commandement pour être sûr de le fiabiliser, sinon tu le passeras pratiquement jamais. Et je trouve que c'est un peu cher payé, alors pas en points, mais en optimisation pour aller chercher cet effet-là. Maintenant, dans une armée à thème, on va dire avec beaucoup de dragons ogres, là je dis à thème parce qu'avant c'était les armées de tournoi de base, aujourd'hui tu en verras moins de dragons ogres quand même. Donc les armées à thème. Une seule figurine dans le kit, enfin, c'était des voilà, monoposes en plus. Je pense que tu en verras moins du full dragon ogre, mais pour coup, si tu joues full dragon ogre, tu prends ça, c'est quasiment sûr. Yes, on va maintenant changer de domaine, on va parler du domaine qui est réservé aux Braillard Wizards, c'est-à-dire aux Braillard Shaman. Et au Shaman Sangor sur disque. Qui a aussi le mot-clé Braillard. Là, le premier sort, il va passer sur du 6, il va avoir une portée de 12. On va pouvoir tout simplement prendre une unité ennemie visible du caster à 12 pouces, donc, et celle-ci va subir des 3 blessures mortelles et surtout ne pourra recevoir aucun ordre jusqu'à la fin du tour. Attention, c'est pas jusqu'à sa prochaine phase de co. Voilà, mais à la fin du tour, ça veut dire que tu ne t'immunes pas à la bravoure. Voilà. Donc en fait, c'est une condamnation à mort parce que en fait, tu vas quand même lui faire suffisamment de dégâts, et comme il ne peut pas recevoir d'ordre, alors à noter qu'il y a un moyen de contrer ça, il y a quand même un triomphe qui permet de s'immuniser à la bravoure, et je dis de manière générique, comme on commence à avoir beaucoup d'occurrences de règles qui disent tu ne peux pas te donner d'ordre, ce triomphe est vraiment en train de revenir, pour éviter que ta Death Star se fasse déglinguer à la bravoure, ou via un de les spells qui t'empêche la bravoure, ou ce genre de choses, ce triomphe revient beaucoup. Donc attention, ne pensez pas non plus que c'est l'ultime malédiction, il arrive juste après l'ultime malédiction. Mais c'est quand même très fort, parce qu'en plus, le sort se synergise en lui-même, parce qu'il va faire proquer un test de bravoure, vu qu'il va mettre des 3 BM. Il va bien tuer un truc, et logiquement, il va faire le test. Donc c'est quand même pas mauvais, et on verra que l'armée ne craint absolument pas la défense en règle, parce que si l'adversaire, soit il peut pas lancer d'ordre, soit s'il lance défense en règle, vous le tapez encore plus fort, donc il le fera pas. Par contre, c'est vrai que tous les attaques en règle ou la nouvelle action qui donne plus d'une attaque sur l'armée de l'adversaire, tout ce qui renforce son attrition fait vraiment mal à votre défense, qui n'est pas non plus exceptionnel. Donc l'empêcher de se donner ce genre de truc, c'est quand même intéressant. Sinon, tu l'empêches de taper, puisque le prochain sort, il va tout simplement passer sur du 5 avec une portée de 18. On va choisir une unité ennemie à portée donc est visible de ce sort. Cette unité ne pourra pas faire de mouvement de mise en contact jusqu'à la prochaine phase de héros, là, pour le coup. Et là, c'est fort, parce que tu dis, eh ben, tu sais quoi, je vais peut-être même pas prendre le tour. Bah, ce qui est fort, en fait, c'est qu'il est très permissif. Parce que c'est 18 de portée et 5 de valeur de lancement. Donc il se lance facilement et loin. Donc ouais, celui-là, il est quand même vraiment pas mauvais. Après, vous avez quand même un gameplay qui va nécessiter d'avoir, je pense, des unités assez populeuses, donc qui ont des fronts assez larges. Par contre, tu as quand même encore des monstres, des petites unités de choc qui sont très fortes et qui, elles, vont charger dans les coins ou ce genre de choses. Donc charger en coin, au hasard avec une chimère, quand l'adversaire ne peut pas pile-in pour aller la taper, ça fait que vous allez quand même lui faire très mal, et que la riposte sur un monstre qui tape très fort mais qui tank très peu, la riposte va être quand même globalement assez faible. Donc ce sort est quand même vraiment très intéressant. C'est pas le seul, il y a beaucoup de bons sorts dans ce domaine. Je pense qu'on va avoir tendance à multiplier les entrées de personnages capables de lancer ces sorts. Alors à noter
qu'un Beast Lord, donc le personnage de corps à corps, avec un Arcane Tome, devient un Braeheart Wizard et donc a accès à ce domaine-là. Ça peut être intéressant. Yes, troisième sort, pareil, mécanisme intéressant, il va passer sur du 5, portée 18, on va choisir un monstre ennemi dans cette portée-là, et ce monstre comptera alors comme une figurine au regard justement de la prise des objectifs. Les pauvres subs. Voilà. Et pour le coup, il ne pourra pas non plus faire d'aptitude monstrueuse. On rappelle, fin de la phase de charge, aptitude monstrueuse, là il peut pas en faire. C'est pas méta, non. Mais en tout cas ils l'ont dans l'arsenal et c'est ça. fort. Enfin c'est pas méta, oui, actuellement c'est vrai que dans cette version, l'armée contre laquelle c'est le plus fort, c'est soit toutes les armées de la destruction avec Kragnos, qui on rappelle compte pour 30 et qui l'a contré pour 1, donc c'est-à-dire qu'en termes de scoring, il ne reprend jamais un objet, et évidemment le sub. Alors le sub en ce moment il a vraiment du mal, mais le sort existe, et aujourd'hui, on commence à avoir quand même quelques monstres qui ont des actions héroïques personnelles dans leur War Scroll, notamment eux, qui est très fort, donc en cas de match miroir, empêcher la chimère de spamper ses attaques, ou le Sigurd de manger des Endless Pal et tout, c'est quand même pas mauvais, quoi. Et sachant que on risque de voir arriver des Battletomes avec des nouveaux monstres qui peut-être auront des actions monstrueuses particulières. Il est quand même pas mal, et comme tu as dit, voilà, il est dans l'arsenal, même s'il n'est pas très méta aujourd'hui, qu'il y en a qui sont meilleurs dans le domaine, on va pas se le cacher, et que tu n'auras pas non plus 50 sorciers, il a le mérite d'être là, un jour il servira. Yes, pour le coup, là, certainement un des plus forts d'Age of Sigmar. Tout simplement, il va passer sur du 7, il va avoir une portée de 12, on va être capable de prendre une unité ennemie à portée visible du caster. Et c'est simple, là, toutes les attaques de mêlée faites sur cette unité, quel que soit le nombre de packs chez nous, enfin en tout cas chez les biquettes qui vont le taper, auront alors plus 1 dégât. C'est le sort le plus fort du jeu. C'est pratiquement, ouais, je pense que c'est meilleur qu'un rasoir mental. Déjà, c'est plus simple à lancer. Ça se lance sur une unité adverse. Donc, dans tous les cas, c'est-à-dire que plusieurs de tes unités à toi peuvent en bénéficier, là où le rasoir mental ne va fonctionner que sur une seule de tes unités à toi qui doit en plus avoir chargé. Alors, il n'est pas si simple que ça à lancer. 7. Ça vaut peut-être le coup d'avoir une optimisation quand même, ou une relance, ou ce genre de choses, ou vraiment aller chercher les décors arcaniques sur la table pour bénéficier d'un plus ce genre de choses. Et la portée de 12 pouces fait qu'il est un tout petit peu compliqué à lancer par exemple sur un chaman à pied, mais on rappelle que les chamans sur disque, eux, sont extrêmement mobiles. Le Shagot ne peut pas prendre le sort, donc lui, il va avoir du mal à aller le chercher. Et tu ne peux pas transformer un Doombull en sorcier, parce que lui, il n'a pas le mot-clé Braeheart. Donc à moins de mettre ça sur un Beast Lord équipé de l'Arcane Tome, c'est pas évident à lancer. Par contre, tu as dit, le jour où ça passe, là, c'est ce que je disais, ça c'est le Doom absolu, c'est l'unité qui prend ça, décède dans l'instant, parce que même un humble pack de gore, sature quand même beaucoup, alors ça sature dégâts 1, mais Reine -1 à partir du tour 2 et Reine -2 à partir du tour 4. Si en plus tu as plus un dégât, tu tues pratiquement n'importe quoi. Donc effectivement, le sort est très fort. Maintenant, lui, il n'est pas à 5 de valeur de lancement, il est à 18. C'est 7 et c'est 12. Ou à 3. C'est simple. Ou à 3. Ensuite, avant-dernier sort. Et avant-dernier sort, tout simplement, ça va être le Rampage qui va passer sur du 7 avec une portée de 12 pouces. Tout simplement, on va prendre une unité amie donc dans les 12 pouces. Et quand celle-ci va taper sur chaque jet de touche non modifié de 6, ça fera pas une, mais 2 touches. C'est fort sur les unités de saturation. Et en plus, ça se lance sur une unité amie. Donc, on parlait des hordes de gore. On va, je pense, passer un certain temps sur cette unité-là parce qu'en soi, elle n'a pas l'air si bien que ça. Mais mine de rien, elle se synergise beaucoup. Et c'est une unité qui potentiellement peut avoir, en fonction de son équipement, 3 attaques. Ou même le Tsangor, qui est quand même pas bon. Mais le Tsangor équipé en double arme et en charge avec son bec te fait 5 attaques. Donc quand tu commences à te faire 5 attaques avec des 6 explosifs, ça génère quand même un certain nombre de touches. Alors c'est que de la saturation des gains, mais si en plus tu as passé le Doom avant, je pense que tu tues vraiment n'importe quoi. Sur les armées de horde de saturation, c'est bien, et si tu décides de jouer monstre, tu as celui qui arrive juste après. Yes, le dernier, ça va être Titanic Fury, qui va passer sur du 6 avec une portée de 12 pouces. On va prendre tout simplement un monstre ami, et celui-ci va avoir +1 sa caractéristique d'attaque dans mêlée. Sur une chimère, c'est extrêmement fort. Sur les gargantes du chaos, c'est quand même pas mal. Sur les Gorgons, non, parce qu'ils ont que 2 profils d'attaque, donc c'est quand même moins intéressant, là où la chimère, par exemple, en a 4, et surtout une fureur monstrueuse qui refait le même effet. Donc en fait, une chimère synergisée peut avoir 2 attaques de plus sur chacun de ses profils, comme elle a 4 profils différents, ça tape vraiment extrêmement fort. Donc si vous avez une chimère ou un Gargante du chaos, ce sort se justifie, mais si vous avez 2 chimères, je pense que c'est une combinaison qu'on est amené peut-être à voir, je pense qu'il faudra un sorcier avec ce sort-là. On enchaîne maintenant avec les sous-allégeances pour les hommes bêtes, elles sont au nombre de 4. C'est complètement bonus, c'est-à-dire que vous allez en choisir une, même si vous ne voulez pas l'utiliser, c'est gratuit. La première, tout simplement, elle va vous permettre, à la fin d'une phase de morale, ami ou ennemi, encore une fois, donc il faut quand même pas oublier que c'est 2 fois par round de bataille, de faire revenir sur une unité D3+3 figurines parmi les Hull Herd, les Gore Herd, les Zungor et les Zungor Raiders. Alors déjà, 2 choses à dire. La première, c'est que sans gros spoiler, il n'y a rien de foufou dans les sous-allégeances. Que l'effet de ça là est quand même bien, parce que
Alors, heureusement, il n'y a pas les Beastie Gore, parce que ça aurait été broken. Maintenant, on verra que le Gore, qui paye vraiment pas de mine, est pas si mal dans ce Battle Tom. Je veux dire, c'est pareil en termes de modélisme. Ouais, c'est pareil. Et il est pas si mal aussi. Donc, mine de rien, tu te dis, comme c'est quand même à toutes les phases, donc 2 fois par round, et que c'est des 3+3, c'est quand même relativement fiable. On voit que les Donettes s'en sortent bien avec Morphan, mais ils lui font un perso pour faire ça, que tu payes. Là, tu le payes pas, c'est gratuit. Tu vas, je pense, avoir un certain nombre d'unités. Alors, le truc, c'est qu'il faut encore être en vie pour pouvoir le faire, parce que si t'es mort, ça marche pas. La petite déception sur cette sous-allégeance-là, c'est que tu n'as pas, on va dire, une pour les Minotaurs, une pour les gros monstres, une pour ce genre de choses, comme tu pouvais avoir dans d'autres Battletop. Donc, quitte à jouer des trucs un peu génériques, ramener des figurines qui sont pas mauvaises, qui peuvent avoir potentiellement une sauvegarde à 4 ou ce genre de choses, ça c'est joue pas souvent mal. à une ou deux figurines. Là, on rappelle, phase de morale, et derrière, c'est directement une prochaine phase de héros. Donc potentiellement, il suffit que tu en fasses revenir. On rappelle que on va placer la première en cohésion et que les autres doivent être elles-mêmes jamais au-delà de la première en termes de portée. Ça vous évite de faire un cordon, c'est-à-dire que tu peux pas récupérer ça en faisant les pop Mais 6. enfin, c'est correct, c'est vachement correct, sans trop spoiler les 3 War Scrolls qui sont touchés par ça. Le gore est encore une fois vraiment correct. L'Ungor, tu vas en avoir besoin parce que dans tous les cas, c'est tes cordons. Et l'autre sous-allégeance qu'on va voir juste après affecte également ces 3 mots-clés-là, mais de manière peut-être limite moins intéressante dans une armée qui n'en a pas forcément besoin. Yes. Ensuite, deuxième sous-allégeance, ça va être les bêtes de l'ombre. Ça va toucher les mêmes occurrences qu'on vient de voir, c'est-à-dire les Gore Herd, les Ungor et les Ungor Raiders. Et si cette unité est malheureusement... Ça, à la limite, on ne lit pas. Si cette unité est entièrement à 9 pouces d'abord de table, alors à la fin de sa phase de mouvement, on va pouvoir prendre l'unité et tout simplement la re-TP où on veut à plus de 9 pouces de toute figurine ennemie et dans les 9 pouces d'un bord de champ de bataille. Le premier garde-fou fait, je pense, un peu mal parce qu'il faut déjà être à 9. C'est quand même peu permissif et ça sert très vite plus à rien dans la partie en fait. C'est-à-dire que tu aurais pu te remettre à n'importe où du champ de bataille, à 9 des bords du champ de bataille, mais de n'importe où. T4, T5, ça aurait été vraiment sympa. Et encore une fois, ça n'affecte que 3 unités. Je préfère limite rajouter, on va dire 5 figues stats sur toutes ces unités-là, plutôt que de les TP pas là où elles ont envie. Je suis d'accord avec toi. Le seul truc, c'est peut-être, si jamais il te reste quelques figurines, tu vas, en fait, entre guillemets, tu vas pas le deny, mais tu vas empêcher ton adversaire de prendre un œil pour œil. Sous-entendu, tu vois la petite unité, tu la verras pas tout de suite. Ouais, mais il faudrait qu'elle soit déjà un peu planquée. C'est pas nul. Mais je trouve que c'est moins bon que celle qu'on a vue juste avant. Et comme ça touche exactement les mêmes mots-clés, ça aurait été sympa qu'ils mettent ça, par exemple, sur, j'en sais rien, les Razorgore, les Slangor, autre chose que les mêmes mots-clés. Parce que là, la comparaison est un peu trop simple. Et je trouve les Darkwalkers un peu moins bien que l'Omni-Horde. Troisième sous-allégeance de cette faction, ça va tout simplement vous permettre de pouvoir jouer une Morgurut Chaos Spawn. C'est une Chaos Spawn +++. Et c'est la seule façon de l'avoir dans son armée. Ouais, alors... Il faut la payer en points, mais c'est il faut la payer. En fait, c'est 230 points pour 3 Chaos Spawn Super Saiyan. Pour le coup, le War Scroll n'a absolument rien à voir. En fait, si tu compares ça à Fuetan, c'est donc une enclave idonette qui permettait de jouer une unité de 3 Alopex. Tu n'as jamais vu ça, parce qu'en fait, c'était un Alopex classique dont le bonus était anecdotique. Donc tu vas pas cramer ton allégeance pour ça. Là, en soi, l'unité est vraiment pas mauvaise. 2, si tu joues de toute manière une armée où t'as pas trop de gore, d'ungor ou ce genre de choses, les 2 premières servent à rien, et si t'as pas de Sigor, celle d'après sert à rien. Donc on va dire en générique, celle-là ne te donne aucun bonus, mais permet de rentrer une unité qui est, alors c'est pas non plus la meilleure unité du Battletop, mais c'est très correct pour son coup en point, parce que c'est des Chaos Spawn beaucoup plus fiables, et qui t'apportent pratiquement une des seules sources de tir de l'armée, et de tir correct. Donc franchement, ça se justifie parfaitement, sachant qu'en plus l'unité n'est pas unique, tu peux en prendre plusieurs, tout le monde avec Chaos Spawn, donc en plus ça permet de monter une armée à moindre frais, parce que pour 3 Chaos Spawn 230 points, tu commences à en mettre 6, tu as déjà bouffé une partie de tes points, et la Chaos Spawn ça se convertit assez facilement, on va dire. Donc tu peux passer de ton armée de 1000 points à 2000 assez vite avec ça, on verra le War Scroll plus en détail tout à l'heure, mais il est pas mauvais. Dernière sous-allégeance que je trouve super séduisante, c'est tout simplement celle des Quake Fray, puisque en gros, tout simplement, vos Sigors vont gagner le mot-clé prêtre. Donc automatiquement, ils vont pouvoir balancer des prières. Et là, ils vont hériter en plus d'une prière qui va passer sur du 3, qui va avoir une portée de 12 pouces. Si celle-ci est entendue, alors on va prendre un objectif qui sera justement dans les 12. Et chaque unité à 6 pouces de l'objectif prendra des 3 blessures mortelles. Et en plus de ça, sur cet objectif, les unités ennemies, le nombre de figurines qui contestent cet objectif sera divisé par 2. La prière est ultra forte. Le Sigor en soi est séduisant, mais si vous décidez d'en jouer, vous irez systématiquement le jouer là-dedans, et du coup il deviendra très bon, parce que c'est une bonne unité qui a un coût en points qui est quand même un peu important quand même. On est dans une armée d'hommes-bêtes où tout coûte relativement cher, mais ça le sublime vraiment, parce que pour le coup la prière est vraiment très très forte. Ah ouais, c'est du 3+, les prières c'est pas des sorts, ça se fait pas à 2 dés, ça se fait à un seul dé, mais ça peut pas être dissipé. Donc vous allez le rater une fois sur 3,
La portée n'est pas non plus très élevée, mais maintenant l'effet est quand même vraiment monstrueux, quoi. Sachant qu'on rappelle en plus que le Sigor n'est pas un héros, donc vous pouvez pas lui mettre d'autres objets magiques ou ce genre de choses. Mais le fait qu'ils deviennent des prêtres les rend quand même intéressants parce que cette prière est vraiment bien. On a fait le tour des 4 sous-allégeances. Donc, sans trop réfléchir, tu iras chercher la première pour faire venir à chaque phase de Battle Shock, donc chaque phase de morale, donc 2 fois dans le round, des 3 plus 3 figurines. Celle-là, moi, je l'aime beaucoup, la dernière qu'on a vue. Je la trouve rigolote. En tout cas, ça crée du jeu. Ouais, c'est ça. Non, mais ça te donne une arme supplémentaire que le Battle Tom n'a pas. Mais t'as pas de truc du style tous mes Minotaurs ont plus d'une attaque enfin, elles sont pas exceptionnellement fortes. Elles l'étaient déjà pas avant, mais t'avais quand même le fameux Gave Spawn qui permettait quand même beaucoup de tricks de jeu. Bon, là, t'as le droit à une unité une unité de Beast of Chaos en plus. Il n'y a rien de dingue, donc ça va pas enfermer les joueurs dans un gameplay avec une qui écrase les autres. Voilà, c'est relativement ouvert à ce niveau-là. On verra laquelle se dégage, c'est-à-dire que si à l'usage, on se rend compte que l'unité d'Enfant du Chaos est vraiment très forte, c'est celle-là qui prendra le dessus. Si on se rend compte que l'armée a besoin de la prière du Sigor pour matcher le contrôle d'objectif de l'adversaire, parce que tu n'auras pas non plus tant de figurines que ça maintenant que ça vaut cher et que tu invoques plus, tu iras chercher la 4e. Et si le Gore sort un peu du Battle Tom comme l'unité synergisable par excellence, tu iras chercher la première, voire la 2e. Donc c'est assez ouvert, c'est plutôt intéressant. On commence à deviner comment justement vont fonctionner cette armée avec des synergies soit offensives, soit défensives. Et derrière, justement, t'envoies un pack, tu pulvérises l'autre et tu serres les fesses pour justement gagner ce petit delta au trading. Là maintenant, on va comprendre comment est-ce qu'on va gagner une partie en termes de points. On commence par la grande stratégie. On le rappelle, la grande stratégie, elle est écrite sur Botlist, donc vous ne pouvez pas la changer après. Et si celle-ci est accomplie à la fin de la partie, ça fera 3 points de victoire. Le premier, il est extraordinaire tout simplement, puisque la grande stratégie est accomplie si à la fin de la partie, vous n'avez pas d'unité ennemie à 9 pouces ou moins de votre décor. Alors, on la retrouve dans un certain nombre de Battle Tom sur leurs décors de faction qui ont des effets mesurables sur la table et qui donc induisent que le décor est quand même plus ou moins au milieu de ta zone de déploiement. Comme la pierre n'en a pas, elle peut être cachée dans un coin du champ de bataille. Voilà, maintenant, évidemment, tu joues pas en 2e au T5, l'adversaire a une unité capable de se téléporter ou une unité extrêmement mobile, il peut te la casser. Mais elle est globalement assez permissive et pas si dure que ça à réaliser ça. Yes, et deuxième grande stratégie qui est aussi assez facile à faire, même si la première elle est vraiment obvious, c'est le fait qu'à la fin de la partie, si avec une unité de Bray Horde, on conteste 2 objectifs ou plus, 3 points de victoire. Alors le problème, c'est il faut que ce soit des unités Bray Horde. Donc déjà, en fonction de ta construction de liste, comme t'as pas non plus de sous-factions qui te disent tu vas jouer full Bray Horde ou full War Horde, c'est-à-dire les Minotaurs, ou full Thunderscorn, c'est-à-dire tout ce qui est Shaggot. Alors pourquoi on utilise des termes anglais? C'est parce qu'on a le Battle Tom en anglais. Donc ça doit être horde de guerre, enfin on va dire les biquettes, les taureaux et les dragons. Voilà. Donc là, ça marche que sur les biquettes. Là, ça ne marche que sur les biquettes, et mine de rien, c'est le genre de tactique un peu snowball, quoi. C'est-à-dire que si t'as déjà 2 objectifs à la fin de la partie, c'est que t'es quand même bien. Tu vas mettre 2 voire 3 points. Tu vas aller rechercher 3 points supplémentaires. Par contre, si la partie se passe mal, c'est pas ça qui va permettre de sauver 3 points, parce que si ça se passe mal, en général, t'as plus tes 2 objectifs. Surtout avec ces unités-là. Elle est pas si dure que ça à faire, mais je trouve la première plus permissive. Ensuite, on va avoir les War Horde en attaque de flanc, sous-entendu. Si jamais à la fin de la partie, vous avez 2 unités de War Horde qui sont au moins à 9 pouces ou moins des bords du champ de bataille, vous marquez 3 points de victoire. C'est pas si facile que ça, parce que bon, c'est des très bonnes unités en termes de dégâts, les Minotaurs, mais ça tank pas non plus exceptionnellement bien. Et comme ils sont quand même là pour taper, t'as envie de les avoir au milieu du champ de bataille. Donc encore une fois, tu imagines, ils ont défoncé toute l'armée adverse, ils ont traversé la table, et effectivement, ils peuvent être, on va dire, chez l'adversaire dans sa zone de déploiement, et là, ils ont fait leur boulot et tu peux aller chercher tes 3 points. Mais si la partie est serrée, se passe mal, ou ce genre de choses, ils vont être au milieu, dans la mêlée ou morts. Donc, elle n'est pas si facile que ça à marquer, celle-là. À moins de jouer full War Horde, mais quand on va voir le coup en point du War Scroll, même si l'unité est très bonne, ça va pas être facile. Yes, et enfin, le dernier, ça va être l'Arche de la Bête, puisque à la fin de la partie, on va compléter cette grande stratégie. Si on a 2 ou au plus unités, soit de Sigor, soit de Gorgon sur le champ de bataille, et que celles-ci sont au-delà de la moitié de leur PV. Trop facile en deny. Ouais, c'est ça. En fait, tu as une sous-allégeance. Le Gorgon est un monstre correct, mais comme la chimère est meilleure, on n'en verra pas non plus 50. Le Sigor, il y a une sous-allégeance qui le rend vraiment très très bien. Donc dans cette sous-allégeance-là, je pense que tu vas en jouer au moins 2. Maintenant, c'est pas, encore une fois, des monstres de tanking, donc l'adversaire peut assez facilement, surtout s'il joue en 2e, te dire tant pis, quitte à avoir perdu, je vais te deny tes 3 points en mettant tout dessus et en lui enlevant les PV qui lui restent pour qu'il passe au-delà des 50%. Donc elle est fluff, mais elle est quand même dure à faire, là où, encore une fois, la première est assez permissive et surtout générique. En fait, n'induit rien dans la construction de liste, là où les suivantes nécessitent un certain mot-clé, donc sont plus restrictives. On enchaîne ensuite avec les tactiques de bataille, c'est-à-dire les objectifs secondaires. On rappelle qu'à partir du moment où vous l'avez
à la fin de votre tour, vous allez marquer 2 points de victoire. Le premier, il est très simple. On va tout simplement choisir une unité ennemie à 12 pouces ou moins du décor. Et si celle-ci est pétée, c'est 2 points cadeaux. Elle est relativement situationnelle parce que par exemple les idonettes ont à peu près la même avec leur bateau, mais encore une fois ce qu'on disait c'est que le bateau il a tendance à être au milieu du champ de bataille, là où la pierre va être loin derrière. Donc si l'adversaire il va se rapprocher à ce point-là de la pierre, là vous allez pouvoir la faire quand même je pense relativement facilement. Maintenant il y a souvent des parties où l'action va se passer plus chez l'autre. On rappelle les embuscades, la FEP à 7 pouces avec la charge potentiellement à 5, ce genre de choses. Quand ça commence à approcher vraiment de votre pierre, c'est que globalement je pense que la partie ne sent pas très bon, et peut-être même qu'il va vous manquer la force de frappe pour aller détruire ce qui approche de votre pierre. Donc elle est là, elle n'est pas si dure que ça à faire, mais je pense qu'on n'aura pas tant d'occasions en jeu de la marquer. Yes, le problème c'est aussi l'écriture justement de la deuxième, puisque c'est le courroux bestial. En gros, si à la fin de son tour, on a le général et 2 unités Beast of Chaos qui sont engagées au corps à corps, alors la tactique est réussie. Le problème, c'est que si tu tues, tu n'es plus engagé au corps à corps. Et j'ai toujours du mal. Je comprends, j'ai l'impression que c'est écrit avec le cul. Excuse-moi. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu fais des mouvements de charge, mais tu serres les fesses pour que le mec au PV près et derrière au moral, il ne fuit pas. Il y en a une très similaire dans le Battletome Slave to Darkness, qui nécessite d'avoir 3 champions à toi contre des champions ennemis. Bon, ça n'arrive jamais parce que soit t'as plus 3 champions parce que le mec a survécu et t'as tué un champion, soit plus généralement, les gars sont morts. Et là, je pense que tu as le même problème en fait. Soit tu vas tuer les gars, soit ils vont te tuer. Donc, je pense que tu n'y arriveras pas souvent. Voilà. À moins d'aller faire exprès, d'engager avec tes unités qui tapent pas, des unités qui tapent pas chez l'autre pour faire un combat de moule et te dire à la fin, j'ai réussi avec 3 fois, dont mon général, pas trop fort au close. Enfin bon, elle est très très dure à faire ça. Tu sais ce que promet une soirée bitmoll contre bitmoll ? Beaucoup de bifles. Je viens de l'inventer. Franchement, je la cautionne pas. Non, franchement, moi non plus. je la cautionne pas. Moi non plus. Franchement, je travaillerai mieux les reviews la prochaine fois. Ça marche. La suite. La suite. En gros, on va pouvoir prendre un objectif contrôlé par son ennemi et à la fin du tour, la tactique sera considérée comme ayant réussi si on la conteste avec une unité d'au moins 10 figurines. Ouais, bon, celle-là, ça va être globalement plus simple. Maintenant, ça marchera pas sur les monstres ou sur les unités de Taurogor, je crois que ça s'appelle maintenant, enfin, les Minotaurs, qui vont tout éclater, mais qui seront pas 10. Voilà. Donc, mais sur des gameplays, on va dire avec des hordes un peu importantes, enfin même pas des hordes de 50 figues, mais des unités de 20 figurines, tu vas la marquer relativement facilement. On continue ensuite et tout simplement on marquera 2 points de victoire. Si au début du tour on va choisir une unité ennemie, celle-ci va devoir alors être victime d'une action héroïque issue du Battletome et en plus de ça que cette unité ait été détruite pendant ce tour. Alors des actions héroïques qui ciblent les adversaires, il n'y en a que 2. Donc il y a le décible et surmortel qui va peut-être même détruire l'unité tout seul, donc ça c'est 2 points cadeaux. Ou alors le fameux aspirateur, viens voir que je te tue plus facilement. Celle-là, globalement, vous la marquerez pratiquement systématiquement. Tant mieux, parce que quand on a vu celle d'avant, c'était quand même pas si simple d'aller scorer du secondaire. Là où le tertiaire est quand même plus permissif, le secondaire n'était pas facile. Ça, c'est 2 points pratiquement assurés tout le temps. Voilà, c'est quand même bien qu'ils en aient au moins une. Yes, ensuite, il va tout simplement y avoir une tactique qui va nous permettre de marquer 2 points de victoire si une unité ennemie, si au moins une unité ennemie a été détruite pendant la phase de charge. Alors, combien d'occurrences d'un charge d'impact, parce que pour l'instant, on en a vu 2. T'en as sur les Bestigors, t'en as sur les Taurogor, t'en as sur les Bullgreen, je suis désolé, je vais dire Bullgreen, parce que Taurogor, j'ai du mal. T'as les actions monstrueuses qui se font en fin de phase de charge, notamment les piétinements. Maintenant, tous les monstres ont des actions monstrueuses qui sont meilleures que ça. Il y a des setups de jeu où tu vas réussir à le faire. Typiquement, il reste un mec à 2 PV, tu vas le charger, tu vas réussir à le tuer. Mais encore, on rappelle que le piétinement, c'est sur 2+, et c'est des 3, il faut pas qu'il y ait des protections, etc. Elle est pas si simple, celle-là. Sauf dans une armée vraiment blindée de War Herd, donc de Minotaurs, qui eux, quand même, te déglinguent bien quand ils te chargent dedans. Ou celle-là, tu vas pouvoir aller la chercher un peu plus facilement, mais pas auto-include non plus. Donc elle est pas si facile. Yes, une, mais je la comprends même pas. Elle a l'air tellement infaisable. En gros, tu vas marquer 2 points de victoire si à la fin de ton tour, tu as 2 unités amies qui sont complètement en dehors de ton territoire. Ah bah non, en fait, elle est pétée. Oui. Excuse-moi. Celle-là n'est pas trop difficile. Maintenant, sur 6, ils en ont une auto-include. Une, ça va, tu vas réussir à la faire. Et 4, on va dire situationnelles pour rester poli envers elle. Donc, c'est pas non plus la panacée, je trouve, au niveau des actions secondaires. Et le Battletome n'en a pas non plus forcément besoin d'avoir trop de scoring facile, parce que l'armée reste quand même correcte. Mais, tu vois, ça rentre dans ce qu'on disait. Elle est moins permissive au niveau du skill cap, là où avant les tactiques combat, même les génériques, ils les faisaient comme ils voulaient. Là, les génériques, ils ont un peu plus de mal à les faire aussi. Donc, on va faire un peu plus se creuser la tête pour aller chercher tous tes points. Après, tu peux gagner autrement qu'en marquant tous les points de secondaire. Hein, parce que tu peux quand même, si l'adversaire fait des erreurs, tu punis très fort aussi. Mais l'armée est quand même plus dure à jouer qu'avant, notamment pour ça. On va maintenant rentrer Dans le dur, de la biquette. si tu veux. C'est parti, on va commencer par le premier War Scroll. Le premier War Scroll, c'est tout simplement le Beast Lord. Il vaut 145 points. Et on voit que c'est un profil un petit peu standard, c'est-à-dire sauvegarde à 4, 6 PV, mouvement de 6 et une bravoure à 7. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit monsieur ? Ben,
En fait, on va rentrer dans le premier héros archétypal et on se rend compte que quand même le coût en points est assez important. Parce que 145 points pour un personnage qui tank quand même pas très bien, qui tape ce qui doit être le standard des personnages qui doivent taper. C'est-à-dire 5 attaques, 3+, dégâts 2, alors ces 6 vont faire directement des blessures mortelles. Il a, même si aujourd'hui beaucoup de Galatian champions peuvent l'avoir via le Sworn Bodyguard qui permet à l'unité de frapper, lui il l'a comme les runes phaser des First Layer, il l'a nativement, c'est-à-dire que quand il va taper, il peut prendre une autre unité de biquette et la faire taper juste après, ou inversement. Donc ça c'est quand même bien, parce qu'un jour on sortira de cette saison et lui aura toujours ce bonus-là. Et il a quand même la règle qu'on a vu qui peut rentrer en synergie avec celle de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il est au corps à corps, les autres unités de biquette à 12 de lui ont plus un touche, plus un blesse. Je crois qu'on a vu qu'il y a une optimisation qui permet aussi de rajouter plus une attaque. Tu peux imaginer la synergie parfaite de ce gars-là est au corps à corps avec la bonne optimisation, il va donner plus un touche, plus un bless, plus une attaque. Sur une unité maudite où tu as plus un dégât, sur une unité à toi buffée avec le 6 explosif, tu tues n'importe quoi. Alors en pratique, ça n'arrivera jamais. Mais globalement, l'effet est pas mal pour te dire, écoute, je vais prendre ce gars-là, je vais le mettre dans une unité, notamment de Bestigor, je vais l'envoyer, je vais l'exposer au corps à corps, il va mourir, mais en fait, il va taper, donc il va se mettre à 3, il va faire ses 2-3 petits dégâts, mais les Bestigor vont taper derrière tout de suite, avec le plus un touche, plus un bless, ils vont passer, donc le fameux 2+2+, que j'en ai toutes les unités d'infanterie d'élite ont, je vais leur donner, et après je vais mourir. En fait, il leur évalue 90, 100 points, ok, mais 145 pour ça, je trouve ça quand même un poil cher, mais en fait, c'est une doléance, entre guillemets, qu'on va avoir sur toute l'armée. Je dis bien entre guillemets parce que sinon ça aurait peut-être été trop fort. Encore une fois, il est héros, il peut être en réserve, il peut se sacrifier pour faire des actions héroïques, des bords de table. C'est aussi un mécanisme qui est tellement frais que c'est difficile de juger, je trouve, le point en point des unités. Tu vas voir juste derrière un truc sur le mécanisme très frais, mais en vachement meilleur du coup. Eh bien écoute, c'est parti. Great Brave Shaman, il vaut que, entre guillemets, 95 points. Moi je trouve que c'est un cas d'école. Parce que 95 points pour sorcier de niveau 1, on est un petit peu dans la tranche haute par rapport à son châssis aujourd'hui, sur ce qui se fait dans les autres Battle Tomes. Or, justement... Non, on est dans la tranche normale, c'est ce qu'on a vu juste avant dans les autres Battle Tomes qui étaient beaucoup en dessous. Les sorciers à niveau 1 sont à peu près à 100 points. Alors, il n'a pas un sort signature qui est exceptionnel, par contre, il a un effet qui est quand même très très bon. Quoi. Yes, puisqu'il va rendre les biquettes vigoureuses, c'est la règle, et en gros, il va permettre d'ajouter 6 pouces à la portée des actions héroïques issues de ce Battle Tome. Ah, c'est quand même vraiment très fort. Parce que les aspirateurs à 18, les DCBM à 18... Ça va être dur de se cacher, en fait. Voilà, les buffs de protection, l'immune braverie à 18 sur on rappelle, un très bon domaine de magie. Donc, franchement, ce personnage, pour moins de 100 points, certes, il est niveau 1, il n'a pas de bonus pour lancer ses sorts, etc. Mais il y a quand même des très bons sorts dans le domaine. Et dans tous les cas, même si tu rates tes spells parce que tu es allé chercher le sort qui se lance à 7 et que tu as du mal à le caler, il peut te mettre à chaque tour à 18 sans aucun jet de dés, des ciblés sur mortels ou ce genre de choses. Ce personnage, bon, je l'aimais déjà beaucoup avant, même s'il a perdu son plus 3. Il est sympa. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle regarde la figurine, elle a le même âge que nous, donc elle a connu le Club Dorothée. Parce que je veux dire par là, elle a connu MacGyver, Supercopter, Agence Touriste. Tu passes une soirée avec elle, tu t'emmerdes pas. Tu sais que c'est le premier personnage plastique qui a été refait à l'époque, ils ont commencé à sortir tout un tas de personnages par faction dans des blisters individuels en plastique. Ça a été le tout premier, lui, donc respect aux ancêtres. Mais globalement, franchement, pour un sorcier de niveau 1 de moins de 100 points, je le trouve très bien. On va peut-être pas non plus en demander trop. Il aurait même pas eu la règle d'augmenter de 6 les actions héroïques, j'aurais trouvé ça correctement pricé. Là, c'est quand même un bonus qui est vraiment pas mal, parce que vraiment, l'Aspiro à 18, stratégiquement, ça fait quand même beaucoup de choses. Après, pour en finir avec donc, son War Scroll, on va regarder son sort signature. Alors, il a le bon goût d'être à 18 aussi, comme la portée de ses actions héroïques. Pour le coup, ça c'est bien pensé, il n'est pas obligé d'avancer à 12 pour le faire. Or, on va dire sort qui serait allé chercher en optimisation. Le sort en lui-même n'est pas fou, mais il peut être relativement sympathique. À chaque fois que l'adversaire va faire un mouvement, tout type de mouvement, notamment la retraite, vous allez jeter 3 dés. Et si c'est supérieur à sa bravoure, ce mouvement va être divisé par 2, ce qui peut empêcher des retraites. Parce qu'on rappelle qu'une retraite doit amener l'ensemble des figurines à plus de 3 pouces des figurines de votre unité. Et que vous ne pouvez pas courir dans une retraite. Donc si par exemple l'unité a un mouvement de 6, ce qui est la norme aujourd'hui, elle va avoir un mouvement uniquement de 3. C'est très difficile, si vous l'avez un minimum entouré, qu'il soit à plus de 3 de toutes vos figurines. Donc ça peut empêcher des retraites. À 18, c'est correct, c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Ce qui fait globalement un très bon War Scroll. Yes, Dominique Santini. Ensuite, on va passer aux Gors. Les Gors, c'est la première ligne qu'on va découvrir. À 10, ils sont à 110 points, donc 11 points le PV. On pourra tout à l'heure comparer par exemple aux Bestigor, qui sont juste 2 fois plus chers, mais qui tankent un petit peu mieux. Et tu vas pouvoir justement nous dire est-ce qu'on jouerait celle-là ou une autre en termes de battle line. Je précise, les Bestigor ne sont battle line que quand tu joues justement un chaman ou une biquette de base. Là, en tout cas, les Gors, ligne native, 110 points. On est sur un châssis typique comme bête. Ouais, mais quand même beaucoup de bonnes surprises sur ce War Scroll là. Déjà, sauvegarde à 5.
mais si tu les équipes en bouclier, sauvegarde à 4. Donc une ligne coordonnable à 11 points, c'est pas non plus si cher que ça, capable de revenir à coup de D3 plus 3 et avec une sauvegarde à 4, c'est quand même pas déconnant. On se rappelle qu'il y a un objet magique qui permet aussi d'en invoquer 10. Donc mine de rien, tu ramènes 10 PV avec sauvegarde à 4. C'est pas mauvais en soi. Et après, l'autre vraie surprise vient de son profil d'attaque, parce que avec 2 armes, ils ont 3 attaques chacun. Alors certes, ils touchent à 4, mais ils blessent à 3. Alors évidemment, pas de reine dégâts 1, mais c'est là qu'on se rappelle de toutes les synergies. Déjà, la pierre des hardes, à partir du tour 2, va leur donner reine -1, et à partir du tour 4, va leur donner reine -2. Donc quand tu commences à avoir 3 attaques en 4+, mais très facilement optimisables, notamment avec un ordre, 3+, reine -2, dégâts 1. On se rappelle qu'il y a quand même le sort qui permet de maudire l'unité, pour avoir plus un dégât. Il y a le sort qui permet de faire que tes 6 font des extra touches. Quand tu as quand même 3 attaques, ça veut dire que tu as une chance sur 2 que ça arrive. Donc potentiellement, tu as la moitié de ton pack qui va se retrouver avec une attaque en plus. Honnêtement, je le trouve très sympa. L'état-major, ils ont tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'ils ont le ralliement à 5, c'est quand même bien. Alors c'est moins bien qu'avant où ils rallient à 4, mais maintenant ils rallient quand même à 5, ils n'ont pas tout perdu. Plus 1 en charge, donc quand ils vont arriver des réserves, comme ils ont déjà un +1, ils vont arriver certes à 9, mais ils ont plus 2 en charge, donc ils ont quelque part des charges à 7, ou quand ils arrivent via le trait de commandement, ils ont des charges à 5, donc c'est quand même loin d'être mauvais. Et surtout, c'est la rue Gore qui est très intéressante. Donc, c'est une règle qu'on connaissait qui avait leaké assez rapidement sur Warhammer Community. Ils peuvent mettre un effet de Fight Last après avoir chargé sur un 3+. Mais mine de rien, je trouve cette unité vraiment pas mauvaise. Une unité à 110 points qui met un Fight Last sur un 3+, juste pour ça, 110 points, c'est bien. En fait, soit tu la joues en effectif maximum, donc ils vont avoir 2 attaques chacun, ou 3 attaques chacun, donc en doublard. Alors le problème, c'est qu'ils sont sur des socles de 32 et qu'ils ont une range de 1. Ça, c'est un peu chiant. On rappelle qu'aujourd'hui, il y a quand même un bataillon qui leur donne la règle qu'avaient les vétérans de Galais avant, qui permet de taper à 0,5 d'un pote à 0,5. Soit tu joues plusieurs unités de 10, et pour aller mettre plusieurs occurrences de Fight Last, on rappelle aussi que tu as ton personnage qui peut potentiellement le faire quand il a chargé aussi, et que mine de rien, quand derrière tu as des vrais spécialistes du corps à corps, ça peut permettre de casser le séquençage de l'activation alternée et d'avoir plusieurs unités qui tapent en même temps. C'est une vraie bonne surprise. Le gore, on n'en voyait jamais. Je pense qu'on va en revoir plus. Je trouve que c'est une vraie bonne battle line pour son coup en point. Yes. On va donc enchaîner, j'en parlais tout à l'heure, sur les Bestigors. Les Bestigors, c'est une unité iconique pour le coup des hommes bêtes. Là, on est aussi sur une ligne, encore une fois, si on a pris les 2 personnages qui nous vont bien, et on est à 220 points, donc on est 2 fois plus cher. Par contre, on a 2 fois plus de PV, et on a nativement une sauvegarde à 4. On a nativement 2 attaques en 3+3+, -1. On a nativement, c'est beaucoup de natifs, le fait d'avoir plus une attaque si jamais on tape sur une unité qui subit l'ordre de défense en règle. Donc faut pas le faire. Et en plus de ça, ils vont avoir -1 pour être blessés au tir quand l'unité qui tire est sous l'effet de l'ordre déchaîner les enfers, c'est-à-dire le tir en état d'alerte. Alors, ils ont la bonne idée d'avoir gagné une range de 2. Donc sur leur socle de 32, c'est quand même assez agréable. Maintenant, avant, c'était clairement une unité que tu voyais beaucoup. Aujourd'hui, tu te dis, en fait, pour le même prix, j'ai 20 gore. Statistiquement, sauf défense en règle de l'adversaire, les gore tapent un tout petit poil mieux. Donc c'est quand même assez étonnant. Et des gores, par exemple, équipés en bouclier, auraient le même tanking et le même nombre de points de vie. Par contre, ils compteraient pour 20 sur les objectifs, là où les bestigors compteraient pour 10. Encore une fois, mais le contrôle map, juste la taille des socles, on parlait de socles en 32 et ainsi de suite. Ouais. Et tu dis, la fameuse Death Star de 30 bestigors, là, elle vaut 660 points. Alors certes, tu as 60 P, enfin 60 P, save à 4. Aujourd'hui, tu as beaucoup de trucs dans le jeu qui les tuent, quoi. D'accord. Donc, je pense pas que ce soit une unité que tu aies franchement envie de jouer à la place du gore, parce que je les trouve quand même un peu cher. Et qu'est-ce que tu dirais, alors, on va les comparer, parce qu'en fait, c'est des lignes. Donc, souvent, ce sont des taxes. Là, ils ont des rôles un petit peu différents. Mais donc, on ne va pas comparer les gores et les bestigors, parce que pour toi, donc, les gores sont à peine au-dessus en termes de contrôle map et ainsi de suite. Modulo les règles spé liées aux ordres et ainsi de suite. Ça, c'est quand même assez fort, voilà. Parce qu'il y a une optique, je dis juste pour terminer sur le bestigor, les Enlightened, vous allez en jouer. Les Enlightened, on rappelle qu'ils empêchent l'adversaire de se lancer des ordres. Donc tu peux très bien avoir une armée où tes 2 flancs sont protégés par des Enlightened d'un côté, par des bestigors de l'autre, et où tu te dis, cette partie-là va pas pouvoir se lancer d'ordre de défense en règle parce qu'ils ont juste pas le droit de se lancer, et cette partie-là, s'ils se lancent une défense en règle, je leur fais plus mal que ce que ça va leur apporter en surcroît de tanking. Donc c'est quand même bien, sur une armée où tu as quand même toujours la pierre des hardes, eux ils vont rapidement, dès le tour 2, monter à reine -2, et eux aussi rallier à 5, et c'est quand même vachement mieux de rallier des bestigors que des gores. Donc je dis pas que le War Scroll du gore écrase le bestigor, je dis qu'aujourd'hui il y a un vrai débat, là où jusqu'à présent il n'y en avait pas du tout. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses des zones gore qui sont la deuxième vraie ligne sans aucune concession, dépendamment de qui est son seigneur de guerre. Et eux, ils sont à 80 points les 10. Donc pour le coup, là, c'est un vrai cordon pas cher. Voilà, c'est ça, c'est un cordon pas cher. Le truc, c'est que ça fait que ça. C'est un cordon pas cher. Faut pas leur demander de tuer quelque chose. Ça fait pas du lait Oui, si tu les traites. Enfin bon, bref. Globalement, eux, ils font rien. Pourquoi tu réponds
Sérieusement. Bah, Moi, tu parce me que donnes du j'ai- crédit. Bah Tu me oui, donnes j'ai du crédit. l'habitude avec toi, hein, tu sais, ça fait quand même un certain temps. Donc, c'est un cordon qui est là pour mourir et occuper la table, c'est tout. Maintenant, ça le fait relativement bien pour pas trop cher, parce que 80 points pour une unité en socle de 25 pour le coup, donc il peut quand même prendre une empreinte sur table assez important. Là où les gores par 10 en tout cas en ont un peu moins, parce que tu es quand même obligé, comme on l'a dit, de laisser un petit triangle de 3 de chaque côté pour maintenir ta fameuse cohésion. Et même quand tu fais ça, t'as pas intérêt à en perdre trop non plus, parce que sinon t'en repères 2 directement à la phase de bravoure, faut quand même pas oublier cette blague-là. Voilà, c'est honnête, c'est juste des cordons. Voilà, ça ira pas plus loin, mais voilà. D'accord. Et les Ungor Riders qui sont à 115 points les 10 et qui sont pour chaque unité d'Ungor prise eux-mêmes unité de ligne. C'est des petits tireurs. Alors, la blague, c'est que eux peuvent tirer alors qu'ils sont pas sur la table. Donc ça, c'est quand même assez rigolo. C'est ce qu'on appelle le tir de volée caché. Vous allez choisir un point du champ de bataille et ils peuvent tirer sur l'unité qui est la plus proche de ce point-là. À voir si ça casse la règle de Galétian champion. Parce que quelque part, tu cibles pas le personnage directement, tu cibles un point et c'est l'unité la plus proche et le personnage devrait être l'unité la plus proche. Donc on attend une clarification par rapport à ça. Là, je prends pas sur moi de dire c'est comme ça que ça se joue parce que je sais pas. Bah écoute, globalement, si on regarde, ça ferait 2 tirs en 4+4+, sans rien de dégâts 1. Donc pour 115 points, 20 tirs en 4+4+, sans rien de Voilà. dégâts 1. Maintenant, c'est pas la folie non plus. C'est-à-dire qu'en fait, la règle était sortie et on s'est dit, ouais, si il se craque un peu et que c'est par exemple de la reine -1 ou que ça blesse à 3, etc., tu peux te dire que tu vas jouer des packs de 30 qui vont faire des volets cachés. C'est une fois par game, hein, par Voilà, pack. c'est plus, de toute manière, T3, ils sont rentrés ou ils sont morts. Hein. Donc, dans tous les cas, ça aurait été un peu limité. Franchement, vu leur profil de défense, à mon avis, ils rentrent pas sur le bataille. Il faut t'es ouf, j'y vais, je suis mort, j'y vais pas moi. Le gros avantage de l'Angor Raider avant, c'est qu'il avait un mouvement d'avant-garde. Et mine de rien, des cordons, même s'ils sont plus chers que les cordons normaux, mais qui peuvent repousser, on va dire, l'alpha de l'adversaire, c'était quand même vraiment très bien. Ils ont perdu ça. Alors la volée cachée, c'est plus fluff, mais c'est pas non plus la règle de l'année. Donc l'Angor Raider me paraît pas fou, quoi. Donc honnêtement, les lignes sont correctes, globalement. L'Angor Raider, je le mets quand même un peu à part. Il pourra faire quelque chose modulo, on va dire, la manière dont sera tranchée la volée cachée, qui pourra assassiner quand même des petits persos, mais bon, est-ce que tu as envie de payer 20 Angor Raider pour faire ça? Plus de 200 points pour tuer un perso qu'en vaut 100, 110, peut-être pas non plus la rentabilité du siècle. T'as un cordon pas cher, et t'as 2 bonnes unités à choisir entre le Bestigor et le Gore. Le tout petit avantage que je donne au Gore, c'est la possibilité de mettre des Fight Last, et combiner avec d'autres unités beaucoup plus coup de poing de 110 l'armée. points. Et c'est ça, 110 points. Donc moi j'aime bien le Gore sur cette Attends, version. Les gars, faut se dire, hein, 110 Et de la part points, d'un mec ça- qui a ça- 90 Bestigor, je suis malheureux. Ça fait des énormes cordons, hein. 10 figurines sur socle de 32, même avec justement la cohésion, c'est énorme ce que ça empêche de Ça- faire comme mouvement. Hein. Ça prend de la place. Et je pense que du multiple small unit, donc ce qu'on appelle le MSU, plusieurs petites unités. À 10, c'est plus si petit. Hein. Ouais, mais c'est pas si gros non plus, c'est l'effectif minimum. Je pense que c'est plus sympa que des hordes de 30. Ah oui. Maintenant, que des unités de 10, tu vas mal exploiter la horde qui permettrait de les remonter à des 3+3 parce qu'ils vont mourir quand même très vite. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire avec le Gore. Et encore une fois, si tu arrives à appliquer la synergie parfaite avec ton général qui est au corps à corps, qui leur met plus un touche. Si le général est au close, non, ils vont toucher à 3, blesser à 2. Potentiellement avec des 6 explosifs ou sur du dégât 2, avec de la reine -1, voire -2, dépendamment de là où Ah t'es. oui. Ça peut taper Encore très une fois, fort pour son coup en point. C'est le principe des livres d'armée qui sont basés sur le stacking de règles, entre guillemets. Mais C'est c'est- que là, la mais- synergie peut Mais les c'est rendre un rentables à stacking 110. de règles un peu compliqué à mettre en place parce qu'il faut que le perso il aille plus ou moins se flinguer pour faire ça, ou alors que tu sois sûr de tuer l'unité en lui ayant mis un fight last pour que ton perso survive au fait de s'être explosé. C'est vachement plus compliqué que certaines synergies du type je reste planqué 1000 ans derrière mais je donne tous mes buffs comme ça automatiquement. On en a vu récemment des comme ça. On quitte les Bray Herd pour aller vers les Minotaurs, les Bulgors, et on va parler du premier personnage, c'est-à-dire le Doombull, qui vaut 165 points. Et on regarde son profil, il bouge de 7, tout comme tous ses copains. Il a, lui, une sauvegarde à 4, une bravoure à 7, et 8 points de vie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit mec? Alors ce petit gars est Galatian champion. Lui, j'irai pas le traire, tu vois. Parce qu'on est... Non, faut pas. Donc lui, il est quand même Galatian champion, donc c'est à noter dans la saison. Donc il a ses dégâts d'impact. Il cogne relativement bien. Alors ils ont dégradé la reine native de sa hache pour compenser le bonus qui serait donné par la pierre, mais il va vite passer reine -2 et à partir du T4, il va être reine -3. Il meule quand même fort. Il a une règle qui est par contre extrêmement agréable et qui va être partagée par ses copains Bulgur, que je trouve très forte, c'est que quand il va faire un 6 pour toucher, il va mettre directement les dégâts flats de son arme en blessure mortelle. Donc il cogne dégâts 3, donc il fait quand même vraiment mal. Et il a des charges d'impact. Voilà. Et donc, comme c'est un Galatian champion, et que donc les Bulgors ont 4 points de vie,
aussi bizarre. Et peuvent être des lignes, si lui est général, ils sont éligibles à être le Galaxian champion et sa Sword Bodyguard. Et la synergie des deux te fait quand même une vraie Death Star qui tape très très fort. Donc franchement, je le trouve bien pricé, il n'est pas trop cher, il n'est pas assez cher non plus. Il cogne relativement bien, il tank bien, c'est un bon porteur d'artefacts aussi. Je le trouve très correct. Yes, et alors justement par rapport aux Bulgors, qui eux sont à 195 points les 3, et comme tu l'as déjà dit, deviennent lignes si on joue un Dumble en général. C'est là que tu te dis qu'ils sont chers. Comparé à d'autres unités d'infanterie monstrueuses qui sont sorties le même jour qu'eux, ils tankent moins bien, ils cognent légèrement moins bien, ils ont beaucoup moins de synergie, ils valent 30 points de plus. Bon bref, ça mis à part, en soi, l'unité est quand même correcte, surtout à l'arme à deux mains. Parce que... J'ai cru qu'il y avait un escargot. T'as vu l'acteur studio? Tu as cru ou pas? Ça m'a coûté un iPad, ça a coûté au studio un iPad, mais je crois que ça m'a coûté un arrêt cardiaque aussi. c'est vrai. Putain, ton petit cœur. On va arrêter les blagounettes. Comme quoi, tu vois, je suis prêt à tout perdre sur un acting, sur de l'acting. Tu vois, point Golden Globe. 3 options d'équipement possibles, potentiellement bouclier pour tanker mieux. Mais alors là, honnêtement, autant sur les gorges, ça se réfléchit en fonction de leur rôle tactique. Là, je pense que ça se réfléchit pas. Cette unité est un marteau, pas une enclume. La double arme est intéressante parce que les stats sont très correctes. Maintenant, très honnêtement, l'arme à deux mains, nativement Rennes-1, comme le héros, mais qui va donc passer dès le tour 2, Rennes-2, et dès le tour 4, Rennes-3, dégâts flat 3, et dès que tu vas faire un 6 pour toucher, ça va directement infliger 3 blessures mortelles, combinées à leurs blessures mortelles qui vont mettre en charge, donc sur 2+, autant de figurines que l'unité, vous allez faire une blessure mortelle, relançable en plus si vous avez une bannière, donc autant dire que ça met autant de BM qu'il y a de Minotaur dans le pack, sauf si vraiment t'as pas de bol. Et la bonne nouvelle d'avoir un état-major avec un musicien et d'avoir le plus en charge. Donc concrètement, c'est quand même une unité qui t'as vraiment envie de jouer par 6 avec le trait de co qui dit ils vont faire pas 7, donc avec le plus en charge parce qu'ils arrivent des réserves, le plus en charge pour le musicien, charge à 5, ça casse quand même beaucoup de choses. Si tu fais ça, c'est plus compliqué de les mettre en Sword Bodyguard, mais c'est intéressant quand même. C'est une vraie bonne surprise, parce que c'est une bonne unité qui avait beaucoup été éclipsée par soit le Bestigor, soit le Dragon Ogre avant. Alors les filles datent un petit peu, mais elles restent correctes. Tu te disais, le Bestigor c'était un peu le parent pauvre. Là, je trouve qu'il est vraiment bien revenu, notamment grâce à ce strike de blessure mortelle, parce qu'ils ont un volume d'attaque qui est quand même assez satisfaisant, et des dégâts 3 et de la reine -2. Je trouve que c'est une vraie bonne unité qui vaut son coup en points. Voilà. Comme quoi, on peut avoir des bonnes unités d'infanterie qui valent monstrueuses, qui valent 200 points. On reste justement dans les familles des Bulgors. On va passer chez les Gorgons. Les Gorgons qui sont des behemoths qui peuvent devenir lignes quand on les joue dans la bonne sous-allégeance. La sous-allégeance qui permet de transformer les Sigors, en prêtres. Là, pour le coup, on est sur une figurine qui va avoir 16 PV, un mouvement de 8, une sauvegarde à 5 et une bravoure à 7 et qui va coûter 240 points. Mais il n'est pas gratuit non plus. Alors là, pour le coup, il n'est pas gratuit même en comparaison avec un autre monstre qu'on va voir un peu plus loin dans le même Battle Tom. Pas besoin d'aller chercher à côté. Maintenant, il meule, toujours très bien. Il a toujours la possibilité de gober des figurines, donc de choisir des modèles dans les unités et de les tuer. C'est quand même assez pratique pour tuer les unités d'état-major de l'adversaire, notamment le champion, parce que si tu tues un champion et qu'il n'y a pas de héros à côté, l'unité, à moins d'être élite, mais ne peut plus se donner d'or, donc c'est quand même pas mal. Et il a toujours son action monstrueuse native qui permet encore de dégrader sa reine de 1. C'est ça, en gros, lui, il a une action monstrueuse qui dit que, comme tu viens de le dire, il va avoir -1 à l'arène. En plus de ça, s'il a détruit une figurine, il va récupérer 3 PV perdus. Voilà, donc mine de rien, il tank pas si mal, parce que maintenant il a 16 points de vie, mais comme un peu tous les monstres avec le nouveau Battle Tom V3, ils ont gagné, on va dire, du châssis. Mais mine de rien, dès le T2, sachant qu'il est Rennes -1 sur pratiquement toutes ses attaques, il va gagner, donc Rennes -2, avec son action héroïque, il va passer Rennes -3. Donc en fait, c'est un ouvre-boîte relativement sympathique. Maintenant, comme il a, entre guillemets, que 2 profils d'attaque, il est moins intéressant sur le sort qui, on va dire, améliore le nombre d'attaques des monstres. Et surtout, son problème, c'est qu'il est en comparaison avec la chimère. Maintenant, il est intéressant dans une armée, on va dire, thématique, basée sur ses copains les Sigors, où tu peux avoir une armée avec pratiquement que des monstres. Et c'est quand même sympa de pouvoir faire ça, là où avant, tu pouvais pas le faire. Je pense pas que ce soit la meilleure armée du jeu, mais on va dire des monstres et pas mal de cordons à côté. Je pense qu'il faut quand même des unités pour prendre les points. Il est correct en soi. Et des champions gays. Oui, c'est quand même utile, voilà. Mais enfin, en soi, il se justifie. Après, la chimère est un poil au-dessus quand même. On change de famille maintenant et on va découvrir ensemble les Thunder Skulls, c'est-à-dire tout simplement les dragons. On commence par Papa Dragon, c'est-à-dire le dragon Ogre Shagot, qui lui vaut 275 points et surtout qui permet au War Scroll qui est juste en dessous, c'est-à-dire au dragon Ogre, de passer ligne.
Alors le Chagot a énormément monté en points par rapport à sa dernière itération, on s'en doutait, maintenant son châssis a aussi globalement été renforcé, alors pas tant en termes de tanking, ce qui fait que c'est quand même une pièce qui est chère et que votre adversaire peut vous tuer plus facilement qu'avant. Maintenant il a des tirs qui sont plus du tout anecdotiques, ses attaques de queue sont quand même passées dégâts 2, il va ignorer la magie nativement sur des 4, il a un sort de soin qui permet de le healer lui et ses copains Dragon Ogre derrière, c'est le seul sorcier Thunderscorn de la liste, c'est le seul héros Thunderscorn tout court, donc il n'y a que lui qui a accès au domaine de magie qu'on a vu qui est quand même pas mal, notamment les sorts de tempête génériques qui soignent un peu tout le monde. C'est une vraie bonne unité qui vaut son coup en points. Voilà. Donc maintenant, va quand même y avoir des décisions à faire au niveau des héros, parce que tu peux pas rentrer et lui, et un Doombull, et 2 chamans, et un petit perso à pied, parce que tu n'as plus de points pour avoir des unités derrière. Son problème, c'est que lui, il a 10 PV, donc il n'est pas Gaëtienne champion. Donc actuellement, même s'il a beaucoup de qualités intrinsèques, j'ai quand même tendance à préférer le Doombull qui lui peut pas se faire déglinguer au tir. Parce que le problème c'est que 10 points de vie sauvegarde à 4, t'es quand même vraiment sensible au tir. Et comme tu vaux 275 points... Ouais, et puis en plus, même si c'est la même génération, nous c'était Senseiya, lui c'était Sailor Moon. Tu sais, c'était les gars, on lui parlait pas à la récré. Alors lui pour le coup, la fixe est un petit peu vieillotte. Voilà, et un petit peu en fin de casse surtout. Par contre, bonne surprise du Dragon Ogre en lui-même, bon, qui était ultra broken avant, mais qui a été homogénéisé. Alors déjà, il n'y a plus de choix d'options d'armes. C'est plus l'arme à deux mains ou les doubles armes. C'est un seul profil, mais un profil très agréable, parce que 5 attaques, 3+, moins 1, 2, ça tape aussi fort que le champion Biquette qu'on a vu. Donc c'est tous des profils de héros, plus des petites attaques de glisse 225 points les 3, et ligne si on a pris un Chagot enseignant. Mais pas vétérans de galère, enfin infanterie, parce qu'ils ont 5 PV, ces gars-là. Maintenant, ils font des blessures mortelles, donc c'est quand même pas mal, parce qu'ils sont tous saturés d'éclairs. Franchement, pour ce prix-là, c'est une bonne unité, parce que dès le tour 2, ils sont -2, donc les mecs, quand même, ne serait-ce que par 3, ils vont te mettre 15 attaques, en 3+, moins de 2, donc ça tabasse. Ils sont élites, donc ils peuvent se lancer des ordres, mais pas de ralliement à 5 pour eux, parce qu'ils n'ont pas de bannière. Les Minotaurs non plus, hein, mais en tout cas, les Biquettes avaient un ralliement à 5, et pas le plus en charge. Ça, c'est un petit peu plus embêtant. Voilà. Mais en soi, l'unité est vraiment pas mauvaise. Est-ce que les joueurs vont préférer jouer des Minotaurs? Est-ce que les joueurs vont préférer jouer des Dragons Ogre? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de joueurs bêtes qui ont plein de Dragons Ogre et pas de Minotaurs. Donc je pense qu'au début, on va retester Dragon Ogre, qui encore une fois est vraiment pas mauvais en soi. Peut-être que dans la saison actuelle, via la Swarm Bodyguard, il y a un léger avantage pour le Minotaur, et parce que le plus en charge fait quand même beaucoup d'effets, je trouve. Mais Dragon Ogre est très justifiable, voilà, parce que mine de rien, t'as 15 PV, sauvegarde à 4, tu mets 15 attaques, -2, dégâts de 2. Enfin, t'en as déjà 30 si tu jouais ces 6 derniers mois. Oui, voilà, c'est ça, ou 24. Mais voilà, non, mais l'unité est très correcte, et c'est ça qui est bien en fait, que le Bestigore se réfléchisse, le Gore se réfléchit, le Dragon Ogre se réfléchit, le Minotaur se réfléchit, t'as quand même beaucoup de choses où tu te dis, et c'est pas fini, on en verra d'autres par la suite, il n'y a rien acheté dans le BT, et il n'y a rien qui écrase le Battle Tom en disant, bah, comme tu disais, je vais jouer 30 Dragon Ogre, youpi, non. Il va y avoir des choix à faire, et je trouve que c'est une vraie bonne chose, mais les unités sont pas flinguées. Bon, celle-là, si, elle est flinguée, mais en même temps, vu la tronche de la fille, c'est pas grave. On quitte la partie des dragons ogres pour passer côté monstres génériques, qui sont au nombre de 3. Le premier, ça va être le Jabberflight, le Jabber Slite. Bon, la figurine dégueulasse. Il n'y a pas que la figue qui est dégueulasse, il y a le War Scroll aussi. Il a traditionnellement le problème classique des monstres qui ont le cul entre deux chaises, c'est-à-dire il est beaucoup plus cher que la Je te confirme Cocatrix. qu'il a le cul entre deux chaises, lui. En plus, il a le cul entre 3 animaux. Enfin bref, il est beaucoup moins bien qu'une chimère, pour 25 points de moins. Il est beaucoup moins bien qu'une Cocatrix. En fait, le problème, c'est qu'il tank pas bien, il tape pas bien. Il renvoie des BM quand il subit des points de vie déjà sur du 4+, il a que 10 PF, donc c'est même pas génial, parce que tu peux pas le soigner. Il est égoïste. Ouais, il est égoïste. Non mais franchement, lui, il est décevant. Bon, la figue est dégueulasse, donc c'est pas grave qu'on le voit pas trop. Et son action monstrueuse spéciale, ça ne marche que sur les héros, ça dégrade leur reine de 2-1, de 2 à 5, donc en plus ça peut échouer sur un 1. Et sur un 6, ça dégrade la reine de 2 dans l'armée où tu as la pierre des hardes qui te fait ça de base, et où pratiquement toutes les unités de l'armée, à part le gore, a reine -1. Donc très honnêtement, il sert à rien. C'est frustrant. Avant, il avait... Tu sais, c'est l'incarnation de la folie, parce qu'en fait, il est tellement moche que c'est une insulte à l'ordre naturel, et quand tu le regardes, tu deviens dingue. Ça se retrouve pas du tout dans ses règles, il a perdu toute sa saveur, ce qui n'est pas le cas des deux copains. Oh, il y a quand même quelques modélistes qui auraient été de jouer avec lui. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de joueurs qui arrêteront de jouer avec lui, parce qu'il ne créera pas de frustration, parce qu'on le verra pas. D'accord. On enchaîne ensuite avec une film que je trouve magnifique, là pour le coup, c'est la Cocatrix. Ça tombe bien, on va la voir. La Cocatrix, elle est à 110 points, et voilà, je la trouve pas mal. Non, moi je la trouve aléatoire, j'ai bien pesé mes mots, mais potentiellement complètement broken. Je pense qu'on va l'avoir beaucoup, notamment dans toutes les armées capables de s'allier avec les hommes bêtes. Parce que ça, je pense que dès que tu peux récupérer cet effet-là, parce que cet effet-là n'affecte pas les Beasts of Chaos, cet effet affecte l'adversaire. Donc elle volette, elle tapouille, elle tank un petit peu, quand elle charge à double ses attaques, bon bref, tout ça on s'en fout. Elle a un regard pétrifiant. Donc avant, ça mettait des cibles et sur mortelles, c'était sympa. Maintenant, c'est sur 4+.
donc aléatoire. Ça met des 3 blessures mortelles, aléatoire. Et si vous avez subi un PV, faut pas qu'une figurine meure, faut subir un PV, la règle est pas mal. Voilà. Il n'y a plus que vos jets non modifiés de touche de 6 qui vont passer. Sur un 4+, c'est-à-dire il faut avoir perdu un PV, ensuite il faut faire un 4+, et quand tu fais un 4+, en effet, là l'unité ne touche que sur du 6. Ah, c'est même dans l'autre sens, c'est 4+ d'abord pour faire Ouais. les D3. Bon, comme tu as dit, c'est à 6 pouces en début de phase de combat, maintenant la figurine vole, bouge bien, n'est pas très chère en soi, est une Beast of Chaos, donc en plus on rappelle qu'avec le bon trait de commandement, si elle est à côté d'un décor, elle est éligible aux 3 pouces de mouvement supplémentaire, donc globalement elle va quand même là où elle a envie d'aller. Les 15 en vol. Elle est aléatoire certes, mais elle vaut pas très cher. Parce qu'au final, 110 points pour un effet potentiellement ultra game breaker, voilà, je pense qu'on la verra beaucoup, et encore une fois, je pense qu'on la verra en alliance, parce que tu as quand même beaucoup d'armées du chaos qui peuvent s'allier avec les Zombettes et qui ont envie de rentrer ça. Parce que l'effet, il est quand même vraiment très très bon. Tu veux dire qu'en général, les armées du chaos vont jouer à 1890 points? Bah, tu vois, même en Slave to Darkness, qui est quand même un BT extrêmement riche, avec énormément de choses à faire, avant c'était le chat, là, le Main Stealer Sphyranx que tu voyais partout, bah là je pense que maintenant c'est pour le même coup en point, parce que c'est la Cocatrix que tu vas avoir partout. Parce qu'honnêtement, alors encore une fois, l'effet est aléatoire, et pour le coup c'est bien que ce soit 4+, et pas 2+. Voilà. Mais le jour où ça passe, ça peut profondément changer une game. Et on précise, ça ne marche bien évidemment que jusqu'à la fin de la phase pour éviter qu'en cas de double tour, ça marche de tour et ainsi Ouais, de mais suite. mine de rien, tu peux vraiment quand même commencer à complètement détruire le séquencement aléatoire d'une phase, enfin quand je dis aléatoire, alterné d'une phase, avec, moi je vais taper là avec 2 de mes unités parce que le personnage va enchaîner avec sa bodyguard par exemple. Là, je vais aussi taper avant toi, ou en tout cas toi tu as un fight là, donc tu vas taper après. Tape-moi avec la 3e unité, elle me touchera sur des 6, même si je tank pas, c'est pas grave, parce que de toute manière tu me feras rien. Donc si tout se met bien, il faut quand même aligner les planètes, mais tu peux faire des tours de corps à corps proches de ceux que peuvent générer les Idonettes ou les Sylvanettes. Donc c'est quand même vraiment très fort. Et on va terminer les monstres avec une figurine qui m'a inspiré quand j'étais enfant. C'est la chimère, la Chimera. Oui. Pour le coup, 185 points. Oui. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle les vaut, on va dire ça. Donc figurine sortie à l'époque de Tempête de Magie, donc effectivement ça ne nous rajeunit pas. 12 PV, mouvement de 10 avec le vol, sauvegarde à 5. Ils ont eu la bonne idée de rabaisser les dégâts qu'elle infligeait via son tir, où avant elle te faisait directement des 6 BM, c'était peut-être un peu trop pour un monstre qui n'avait pas besoin de ça, maintenant ça en fait plus que des 3. Par contre, la surprise, moi je pensais qu'ils allaient fusionner ces 3 profils d'attaque, mais ils ne l'ont pas fait. Donc tu te retrouves toujours avec les 3 têtes, donc le serpent, le lion et une autre bestiole étrange. Donc, Une gueule. l'aigle, voilà. Qui tabasse quand même bien, ça sature, c'est 3 attaques par profil. Avec de la rend, avec des dégâts multiples, c'est éligible à la pierre, donc ça va très vite encore gagner un bonus de rend. Plus la queue, qui va te mettre quelques baffes, mais elle a gardé sa fureur monstrueuse, qui lui donne plus d'une attaque sur chacun de ses 4 profils. Et on rappelle également que tu as le sort, et c'est sur elle que tu as envie de le lancer, qui te redonne aussi un attaque sur tous les profils. Donc elle peut avoir 2 attaques de plus sur tous ses profils, pour te mettre 5 attaques de chacune de ses têtes. Si ça n'avait pas suffi, on se rappelle qu'on peut aussi choisir une unité à 21 pouces et celle-ci aura plus un dégât à chaque fois qu'elle prend de Oui, patate. puis tu peux même lui lancer le sort pour qu'elle fasse des 6 explosifs, et dans ce cas-là, je pense qu'elle peut tuer une armée entière toute seule. Encore une fois, c'est difficile de tout mettre en place comme combo, mais rien que la fureur monstrueuse intégrée, que pratiquement rien dans l'armée de l'adversaire empêchera de faire. On rappelle que le roi Brod peut empêcher les fureurs monstrueuses sur autre chose, mais honnêtement, c'est quand même très rare. Pour 185 points, elle va tuer à peu près tout ce qu'elle va toucher, donc je trouve ça quand même franchement bien pour ce monstre-là. Alors, on en voyait beaucoup, parce que c'était une unité que les joueurs Beast of Chaos invoquaient énormément. Il y en avait très peu dans la liste d'armées de base, parce que quand tu peux l'invoquer, autant ne pas la payer. Aujourd'hui, je pense qu'on en verra. Après 185 points, tu vas pas non plus en mettre 3, parce que tu as quand même besoin de tes héros, tout ça. Mais franchement, le monstre, je le trouve hyper intéressant. Et malheureusement, à part dans une armée spécifique, je trouve qu'il enterre quand même un petit peu le Gorgon, qui certes se régénère et tank mieux, mais frappe quand même moins bien. Ok. Tout à l'heure, c'est marrant, on parlait donc du premier Behemoth. Là, on va passer au deuxième, c'est le Sigor. Le Sigor, il est uniquement à 210 points et il devient ligne aussi dans la même sous-légende, c'est-à-dire celle des Quakefray, c'est-à-dire celle qui transforme les petits bonhommes en prêtres. Ouais, donc il devient ligne et il devient prêtre, avec, on a vu la très bonne prière qu'on a vue tout à l'heure. Donc lui, ses pouvoirs, quels sont-ils? C'est qu'il peut dissiper 2 sorts comme un sorcier. Son action monstrueuse lui permet de tenter une conjuration d'un sort persistant déjà sur la table, et s'il le réussit, il se heal d'autant, donc il se heal quand même vraiment très bien. Son bonus, que je trouve vraiment fort pour le coup, c'est qu'à chaque fois qu'un sort est lancé et pas dissipé, mais dans un rayon de 30 pouces, donc beaucoup, il met une blessure mortelle au sorcier. Alors, sur un Teklis ou un Nagash, c'est pas grave, tu vois. Mais déjà, sur tous les petits sorciers, ils vont pas aimer prendre des petites blessures mortelles comme ça à droite à gauche. En général, les petits sorciers, ils sont entre 5 et 6 PEV. Ouais, Ils peuvent en prendre des 6 s'ils sont à 12 pouces d'un bord de table, qui peut être étendu d'ailleurs à 18.
plus les petits sorts comme ça, en fait, vous avez quasiment chance d'en sortir un au début de Et la game. surtout, ce que je trouve très fort, c'est sur les unités sorciers. Notamment, par exemple, les Kirik, qui sont sorciers que quand ils sont 10. Bah là, le mec qui va jouer 3 fois 10 Kirik, il va lancer ses 3 sorts, Et bah, il va s'en tuer un, plus de sorciers. et plus de sorciers. Voilà. Ou même, tu vois, sur des unités de luminettes qui vont tous se lancer leurs sorts dans tous les sens, bah à chaque fois, tu vas perdre un archer, à chaque fois, tu vas perdre un lancier. Je le trouve vraiment pas mal. Il est pas Honnêtement, je cher. le trouve vraiment pas mal. Il est pas si enfin, il n'est pas donné non plus. Voilà, parce que plus de 200 points pour un monstre. Il a un tir qui est correct, avec du dégât 5, donc mine de rien, c'est pas mal. Ce serait du bon tir de sniping si on avait le droit de sniper, mais bon, un jour, on aura le droit à nouveau de viser les petits persos. En 3 plus Honnêtement, 2 plus moins 2 et flat 5 comme tu dis. voilà, dégressif, mais comme il se soigne, ça va vite remonter. Je le trouve très cohérent. Alors, je pense que si vous avez envie d'en jouer, un random dans n'importe quelle liste pour la défense magique, je pense que c'est toujours bon à prendre, parce que mine de rien, toutes les petites blessures, on rappelle que tu as quand même le sort du Chagot, si tu joues avec un Chagot, qui, tu sais, met une BM à toutes les unités de la table aussi. Donc mine de rien, ça commence à faire beaucoup de petits dégâts un peu partout, je trouve ça pas si mal, plus comme tu as dit, les mecs qui sont en dehors de la table, les potentiels tirs de volée des Ungor Raiders et tout, tu peux quand même taper pas mal sur toute la table. Dans la sous-allégeance qui est sienne, hein, clairement, où ça te devient une ligne et un prêtre avec une prière que je trouve exceptionnelle, là, je pense qu'on en verra 2, voire 3. Voilà. Mais dans les armées génériques, en mettre un, c'est pas déconnant. Maintenant, encore une fois, si tu as les points pour rentrer, par exemple, lui et la chimère, tu le feras, mais quand tu vas rentrer tes cordons, tes persos, tes unités de synergie, toutes les bonnes unités de chasse qu'on va avoir derrière, si malheureusement, assez souvent, il va être en comparaison avec la chimère, je pense que la chimère a quand même un léger avantage, mais la pièce se justifie parfaitement, c'est cool. On retourne dans ce qu'on connaît, à savoir la famille des Tsangor. On va commencer par le Tsangor Shaman, qui lui est un sorcier de niveau 1, qui vaut 115 points. Alors, il va valoir 20 points de plus que le Bray Shaman. Il est beaucoup plus mobile. Il a un point de vie supplémentaire. Le problème, c'est que comme il est monté, ben, c'est pas un champion de galet. Donc, il va quand même avoir tendance à prendre relativement cher. Après, il a toujours son sort emblématique qu'il a quasiment eu depuis le début, c'est-à-dire quand même un sort qui se lance à 7, qui va faire des 3 blessures mortelles, mais qui peut créer des Tsangor dans une unité existante. En soi, c'est pas mauvais. Ce qui est vraiment intéressant pour lui, c'est la capacité, comme ils ont quand même accès, on rappelle, au même domaine de magie, il a la possibilité, une fois par bataille, de boire une potion pour lancer un deuxième sort avec un bonus de plus 3. Et c'est quand même un moyen relativement fiable de passer le fameux sort qui fait plus 1 dégât sur une cible, parce que lui, il a le mouvement pour qu'on va dire le 12 pouces de portée soit pas trop gênant, et comme le sort se lance à 7, sans optimisation, trait de co, ce genre de choses, il va pouvoir le passer grâce à ça sur du 4. Donc je trouve qu'il se justifie quand même, ça reste un héros, donc il peut aussi mettre les cibles blessures mortelles et tout. Il a perdu toutes les synergies qu'il avait sur le reste des Tsangor, ça c'est un peu dommage, mais au final un sorcier aussi mobile pour 115 points, je trouve ça pas trop cher payé. Donc je pense qu'il y a des listes où tu vas avoir un chaman de base, parce que franchement les actions héroïques à 18 c'est juste trop fort pour s'en passer, et ce gars-là qui en soi est vraiment pas mauvais, même si tu ne joues pas de Tsangor à côté. Je pense qu'il y a quand même des unités de Tsangor qu'on va voir, notamment ceux qui sont montés. Il se défend, je trouve. Yes, là, le Tsangor de base, on est à 170 points les 10. On ne peut jamais les transformer en ligne. Qu'est-ce que tu peux dire sur eux? Et bah, d'habitude, je les critique quand même pas mal. Mais là, je trouve qu'il y a une configuration d'équipement qui les rend bien, parce qu'en fait, ils ont donc tout un tas d'options d'armes. Donc l'arme à deux mains, qui jusqu'à présent avait toujours été la meilleure option d'équipement, on pouvait en mettre 2 pour 5. Le problème, c'est que c'est une attaque, on ne peut pas augmenter le nombre d'attaques, ça touche à 4, donc elle est catastrophique. Par contre, la bonne surprise vient des paires de lames sauvages, où ils ont 3 attaques, mais surtout ils touchent nativement à 3. Donc ça, c'est quand même vachement chouette, parce qu'ils sont en 3+3+, alors pas de reine dégâts 1, mais bon, en homme bête, très vite, la reine va passer à -1, voire -2, et maintenant, leurs becs sont également à 2 attaques quand ils chargent. Donc en fait, l'unité, quand elle charge, peut te mettre 5 attaques. Et donc, c'est quand même l'unité parfaite pour aller taper une unité qui a été maudite par le plus 1 dégât, parce que comme il n'y a pas plus grosse saturation dans le Battle Tome, 5 attaques dégâts 1 qui passe à 5 attaques dégâts 2, ça change tout. Et également le 6 explosif qui sont très contents de recevoir, parce qu'encore une fois, quand tu fais 5 attaques chacun, tu as quand même une chance de générer une extra attaque. Mais si on parle tout de suite maintenant des Tsangor Unlighted et des Tsangor Unlighted sur disque. On est de 165 à 215 points. Mais est-ce que tu joueras finalement des Tsangor Unlighted? En fait, moi, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un problème de positionnement sur une unité à 165 points qui bouge de 6 versus 215 qui bouge de 16? Bah, en fait, le problème, c'est que l'Enlightened à pied, avant, était bien parce qu'il valait rien. En fait, pour moins de 100 points de mémoire, tu en avais 3. Effectivement, ça pouvait faire des choses. Maintenant, ils sont à peine moins chers que les versions 110. Tu les joueras jamais. Vraiment jamais. Ok, donc focus sur Tsangor Unlighted sur disque, ça bouge de 16, ça a 4 points de vie, sauvegarde à 4, et derrière, ça fait une belle flopée d'attaque aussi. Oh, c'est monstrueux. Enfin, franchement, pour le coup, c'est une excellente unité. Parce que très standalone, qui peut se débrouiller toute seule. Alors, ils ont plus la full reroll un peu Kikoulol qu'ils avaient avant. Mais avant ou après. Voilà. Mais en fait, maintenant, quand tu es le deuxième joueur du tour, ils ont plus un pour blesser. C'est hyper fort, parce que ça leur fait quand même des stats qui sont très agréables. Ça bouge de 16, c'est très agréable à jouer, parce que vraiment, vous regardez la table, vous faites qu'est-ce que je charge? Ou de 19.
Voilà, les plus 3 si on a potentiellement. d'accord. Mine de rien, ils sont quand même encore meilleurs que ce qu'ils sont en Tzeentch, parce que c'est des unités qui viennent du Battletome Disciple of Tzeentch, parce qu'ils gagnent l'extra reine de la pierre des hardes, donc ils passent très rapidement reine -2. Donc c'est quand même, faut imaginer une unité que tu peux babysitter avec une action héroïque, +1 pour toucher, tu en as quand même besoin, mais qui va donc toucher à 3, blesser à 3 ou à 2, dépendamment de quel joueur tu es. Ce qui fait qu'elle va cogner très fort. À reine -2 dégâts 2, plus le bec, plus le disque. Et ce qui est exceptionnel, c'est que l'adversaire ne peut pas se donner d'ordre en phase de combat. Donc concrètement, il ne peut pas se mettre de défense en règle, donc tu vas l'atomiser. Ou alors, il ne peut pas se mettre un +1 pour toucher pour aller vraiment te frapper toi-même. Et comme tu as quand même maintenant une sauvegarde à 4, ce qui est très agréable parce que le moindre bouclier mystique, la moindre défense en règle va faire que tu vas te retrouver. Alors, défense en règle, non, parce que comme tu peux pas recevoir 2 ans, tu vas plutôt lancer attaque en règle. Honnêtement, c'est une unité qui est très bien et qui est une des rares unités du Battletome à ne pas avoir besoin de synergie. Pas besoin de leur mettre le 6 explosif, pas besoin de maudire l'unité avec le +1 dégâts. Comment Ils vivent leur vie dans leur Tu coin. les positionnes avec les Tsangor Skyfire qui sont seulement 5 points moins chers. Mais quand tu as cette mobilité, est-ce que tu as envie d'avoir du tir? Est-ce que tu prépares full saturé ou de façon autonome? Alors aujourd'hui, sachant que le but de l'unité est d'être un sniper qui va ignorer le malus à la touche, donc qui ignorait la tension messière, qui va ignorer les malus à la blesse, et qui empêchait l'adversaire d'améliorer sa sauvegarde, donc d'être à couvert ou ce genre de choses, c'était parfait pour sniper des champions. Comme aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de tirer dessus. Oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, tu n'en verras pas. Ils n'ont pas d'intérêt. Mais demain, quand Galatian Champion va redisparaître, c'est quand même une bonne unité de sniping des héros synergisants de l'adversaire. Tu n'en as pas non plus 50 dans le Battletome, évidemment, en dehors de l'action héroïque qui te met des cibles et sur mortelles, qui est très forte. Mais honnêtement, l'Enlightened montée était une des meilleures unités de l'armée. Je pense qu'elle va continuer à le rester parce qu'ils sont pas si chers que ça. Indépendants, tapant très fort. Et en plus, si tu décides de les synergiser parce qu'ils sont au bon endroit, au bon moment, ils sont vraiment très bien. Mais l'unité volante qui bouge de 16, voire potentiellement de 19, c'est quand même une perle. Yes, on avait zappé, et on va revenir justement sur la page avec la fameuse Chaos Spawn unique vers la Chaos Spawn Morgurit, c'est-à-dire celle que tu ne peux jouer que quand tu joues de l'allégeance, qui te permet de la jouer. C'est donc une unité qui nécessite maintenant d'être prise par 3 et qui est à 230 points. Alors, honnêtement, je trouve que c'est une vraie bonne unité parce que déjà, au niveau du nombre d'attaques, elle n'en a pas un nombre aléatoire comme une Chaos Spawn classique, elle en a 8. Donc, elle tabasse. 230 points, 24 attaques en 3+, en run des gains, ça tu es là. Voilà, et surtout que ça passe très vite, dégâts 2. Et puis surtout, au niveau du tir, c'est des 6 attaques, 3+, -1, 2. Donc ça tire bien. En plus, alors c'est très aléatoire le tir. Plus ça bouge de Et 10. c'est ça qui est génial, c'est que ça bouge pas de 2d6. Derrière, ça peut advance ses charges, mais auquel cas ça ne tirera pas. Mais même les tirs, enfin des petits tirs, c'est quand même 10 pouces de mouvement. Si on est à côté d'un décor et qu'on a le bon trait de co, et bon, on bouge de 13, donc c'est-à-dire qu'à 21 pouces, on fait 3d6 tirs en 3+, -1, 2. Ils ont une petite règle qui dit aussi que quand on est à moins d'un pouce 2, on va avoir -1 attaque. C'est marrant l'occurrence de ce genre de règle un peu relou. Et derrière, en plus de ça, ils vont pouvoir advance et charge. Bah franchement, c'est des bonnes traces de refrain dans l'adversaire. Parce que c'est 3 unités de 1 qui sont quand même vraiment très mobiles, qui vont à peu près déglinguer tout ce qu'elles vont toucher au corps à corps. Alors, quand je dis ça, attention, hein, pas 15 Asgard Berserker, mais aller chercher un sorcier. Enfin, c'est des unités de chasse. Donc, dites-vous, ça va chercher des sorciers, 5 Kinerai, 5 Libérateurs, ce genre de choses. Entre les tirs, la charge, leur capacité de projection, je trouve vraiment l'unité très correcte. Alors, est-ce que tu vas aller chercher la sous-allégeance juste pour le plaisir de les jouer? À tester, honnêtement. Mais je la trouve cohérente. Voilà. On n'est pas si cher que ça, en plus, parce qu'en fait, en gros, quand là je regardais les prix des Chaos Spawn natifs qui sont juste après, pour le coup, là, ça se joue que par 1, et derrière, on a 65 points le bonhomme. Sauf que regarde, 3d6 pouces de mouvement, bah ça tombe bien, il bouge de 10, donc la moyenne, normalement, c'est 10,5. Là, au moins, t'assures, tu n'as pas de tir, et là, c'est 2d6 attaques en 4+, sans rien de dégâts. Tout à l'heure, c'était 8 attaques. Ouais, et 3+. Donc, et puis... Mais est-ce que ça nécessite d'aller justement jouer cette sous-allégeance si on veut jouer des Chaos Spawn? Bah, dis-toi que si par exemple tu joues un pack de dragon ogre avec un Chagot, une chimère, 2-3 persos, des Enlightened, etc., en fait, t'as pas besoin des 2 premières parce que tu n'as aucune idée que ça va être intéressante. Si tu joues pas de Sigurd, t'as besoin de la dernière. Donc en soi, celle-là, pourquoi pas. Encore une fois, ce que je disais, il n'y a aucune sous-allégeance où tu te dis waouh, celle-là va être géniale. Mais à côté de ça, ça veut dire que tu peux toutes les jouer. Donc si tu décides de tester celle-là, et bah, ça permet de rentabiliser tes Chaos Spawn. Mine de rien, c'est du tir. Alors la portée est un peu courte. Et le tir est aléatoire. Donc c'est vrai que quand tu fais beaucoup de 1 ou de 2, t'es un peu triste. Mais mine de rien, c'est du tir reine -1 dégâts 2, c'est jamais mauvais. Ça permet aussi de nettoyer relativement facilement les cordons. Et ça, quand même, c'est bien dans une armée qui peut quand même avoir le petit problème de beaucoup s'écraser dans les cordons de l'adversaire et de subir les contre-attaques parce qu'elle ne tank pas non plus si bien que ça. Donc nettoyer des cordons, je pense que ça justifie. Et c'est pas les Angor Raiders qui vont y arriver. Voilà. Donc certes, tout ce qui est Enlightened sur 10 peut pas se tuer des cordons parce que ça bouge tellement bien, ça va. Mais si tu as des dragons ogres ou des minotaures, enfin des unités très terriennes,
rien qu'un cordon de 10 mecs, ça va vraiment beaucoup t'embêter, quoi. Donc, les nettoyer, je pense que c'est une bonne option, et qu'encore une fois, t'as pas 50 unités capables de le faire. C'est une bonne réponse. Yes, on va terminer les bêtes avec les Chaos Warhound, tout simplement les chiens du chaos. On est à 11 points le bonhomme, c'est par 10, donc ça fait 110 points le pack de petits chiens qui vont derrière avoir 2 PV par tête de pipe, un mouvement de 10 et une sauvegarde à 6. Et petite règle quand même bonus, c'est quand il charge, on va pouvoir changer un résultat de dés par 4. Donc c'est fort parce que ça te fait des charges à 7 en stat minimum. Hein. Ouais, bah c'est le PV le moins cher du Battle Tom. Donc c'est quand même relativement sympathique. Encore une fois, quand ils vont rentrer des réserves, ils vont avoir un bonus de plus 1 pour la charge. Donc quand tu as un bonus de plus 1 et que tu as un TD qui va faire 4, bon globalement ta charge tu vas la réussir. Ça sature correctement au close, et pour le coup, encore une fois, c'est vraiment pas cher. Limite, j'aurais préféré les jouer par 5, parce que par 5, mis, on va dire, de manière pas très élégante, mais sur le côté de leur socle gélule et bien espacé d'un pouce, ils avaient plus d'empreintes sur table, et ça aurait fait un très très bon cordon. Là, ça fait une unité de chasse qui, pour le coup, est vraiment pas chère, parce que tu amènes quand même un certain nombre de points de vie sur la table. Ils se défendent, les petits chiens. On continue dans les aberrations avec cette fois-ci le Chaos Gargant, donc le géant tout simplement. Il n'est qu'à 145 points. Franchement, 145 points. Alors par rapport au Chaos Gargant qu'on connaît, il y a deux choses à noter, c'est qu'il met, lui, grâce à son aura de mutation chaotique, un -1 en plus sur les jets de sauvegarde des unités engagées avec lui. Donc combiné à la pierre, ça fait que c'est un Chaos Gargant qui, lui, a de la rend, là où ses copains dans toutes les autres armées de la Destruction n'en ont pas et ont tendance à rebondir. Lui, il rebondit pas, parce qu'il est directement rend -1, rend -2 quelque part avec ça, et rend -3 très vite avec la pierre, donc il fait des trous. Et quand tu es quand même un Chaos Gargant, tu as ton fameux coup de tête à dégâts 4, mais tu n'as qu'une seule attaque, et tu es dans une allégeance où un sorcier peut te lancer une attaque dont il bénéficie quand même beaucoup. Donc pour 145 points, c'est un monstre. Il t'apporte une fureur monstrueuse, un stomp ou un roar ou ce genre de choses. Je le trouve très cohérent, très bien pricé. Franchement, c'est une bonne unité. Je le trouve vraiment pas cher par Il est rapport pas à cher. d'autres Battletome. Non, il est vraiment pas cher. Il est vraiment pas cher. Et franchement, l'aura de -1 sauvegarde fait qu'il cogne vraiment bien, quoi. Donc il est individuel, il se prend pas en unité comme tu peux l'avoir dans les Sons of Behemoth. Mais franchement, pour 145 points, tu vas le rentrer. Et alors, il finit dans Terrell Jabberslite, hein, qui était à 160. Le pauvre, on se rappelle qu'il est là, mais. On va maintenant passer à l'unité de Shadespire avec Grashrak, Fellhood et ses 5 copains qui sont à 180 points. Alors, historiquement, ça a toujours été la bande Shadespire jouable. Toujours celle qu'on citait en exemple de ce qu'il fallait faire. Bah, ils ont continué, c'est-à-dire ils continuent à cocher toutes les cases. Les copains ont 2 points de vie, les copains sont gardes du corps, donc tout ce qu'il faut. Et lui, il a un sort de signature unique. C'est un chaman, donc il a +6 sur les actions héroïques. Et son sort mode unité fait que vous avez +1 pour la toucher. Donc, voilà, c'est moins fort que ce que c'était avant, mais ça reste quand même très correct. Donc c'est une vraie bonne unité, une bonne surprise. Et encore une fois, du coup, ça fait un chaman beaucoup plus compliqué que ça à tuer, parce qu'il a quand même un certain nombre de potes à côté de lui, à 2 PV. On se rappelle qu'on peut potentiellement faire des rallyes dessus. Voilà, et du coup, il va tranquillement être là à 18 et distribuer ses distributions mentales. Lui, j'ai limite tendance à le jouer au-delà d'un chaman normal, parce que, alors, on est en saison de galet, donc aujourd'hui, le chaman est protégé. Demain, t'es plus en saison de galet, ton chaman, il tient pas longtemps sur la table, parce qu'il tank vraiment pas. Alors que lui, il va tenir quand même beaucoup plus longtemps. Donc je pense qu'on le verra, il a un futur prometteur, ce petit. Eh bien, écoute, ça fait plaisir. On va maintenant passer au niveau des chars. Les chars, ils sont à 95 points. J'ai toujours du mal avec les Ouais, chars. j'ai toujours du mal avec les chars. En fait, qui sont des unités qui impactent sympathiquement, mais une fois qu'elles ont impacté, elles font plus rien. Elles sont toujours un peu trop chères pour être des unités de chasse, et il y a toujours un truc dans le Battletome qui est meilleur. Est-ce que tu dis pas que c'est plutôt dans le tanking qui vont être bons, parce que tu te dis 7 PV, sauvegarde à 4, C'est ça. c'est pas mal En hein, fait, pour les locks. la Rolls-Royce du char aujourd'hui, c'est le char Stormcast Ouais. qui se paye le luxe de taper quand même relativement fort et qui surtout tank vraiment très très bien. Là, ça tank de manière honnête. Voilà, parce que la sauvegarde à 4 et les 7 points de vie, c'est correct, mais en fait, l'armée vaut quand même assez cher. Et une fois que tu as mis en place tes persos, tes synergies, ce genre de choses, tu n'as plus les points pour rentrer ce genre de choses. Et si ton but, c'est d'avoir des gros écrans mobiles, bah limite les chiens qu'on a vus sont meilleurs. Et si tu veux des unités de chasse, les Centigores qu'on verra derrière sont bien meilleurs. D'accord. Et bien justement, les Centigores, unité de 5, 170 points. Ouais, mais 2 points de vie chacun, un bon mouvement. Ils ignorent les 2 premières blessures qu'ils subissent. Ils sont quasiment immunisés à tout ce qui est effet de morale. Mais ça cogne bien quand ça charge. Donc franchement, je trouve que c'est une bonne unité. Ils étaient déjà pas si mauvais avant. Ils bénéficient quand même d'un certain nombre de synergies assez intéressantes. Alors je parle pas encore une fois du +1 dégâts, mais ne serait-ce qu'un petit 6 explosifs sur eux, ou les 3 pouces de mouvement supplémentaires qui peuvent leur être donnés par ce genre de choses. En fait, je trouve une unité qui fait vraiment le boulot pour ce pourquoi on la paye, quoi. Après, ils sont pas très loin du prix d'une chimère, tu vois, par exemple, mais ils ont pas le même rôle. C'est-à-dire qu'eux sont plutôt là pour traquer sur les flancs les petites unités de prise de points, ce genre de choses. Franchement, c'est une unité que je trouve correcte et beaucoup plus tanky que ce qu'elle a l'air. Donc ils font leur boulot. Yes, et tu penses quoi du Razorgore à 65 points? Je crois que j'ai commencé ma carrière sur la chaîne en chiant sur ce truc pendant près de 10 minutes, donc je vais pas dire que je vais la finir, mais je vais la prolonger en chiant sur cette fille qui est nulle déjà en termes de règles, et puis
vraiment très très moche. En fait, il n'y a même pas de règles sympathiques du style, c'est quand même un cochon muté, enfin un sanglier muté hyper sauvage, il n'a pas réellement de dégâts à l'impact quand il arrive. Tu vois, lui, il aurait à la rigueur mérité un jump après avoir chargé ou un truc intéressant en termes de jeu, mais là, et puis c'est hyper laid. On va enchaîner maintenant avec le Slangor Fiends Bloods, c'est-à-dire tout simplement les unités de 3 Slangor qui sont à 130 points. Ouais, bah c'est une très bonne surprise parce qu'ils sont très peu chers, je trouve. Ils éclipsent totalement les Unlightning d'Apier, c'est terminé. Donc la Slanesh a pris le dessus sur Tsinch, peut-être pour la première fois de son histoire dans Age of Sigmar. L'unité est quand même vraiment très bonne parce qu'elle sature bien avec de la reine de native et des dégâts multiples. Elle a piqué aux anciens Iron Joe la règle qui fait qu'à la fin de chaque phase où ils ont subi des dégâts, ils vont bouger de D6, sachant que combiné à leur mouvement natif de 8, l'unité va hyper vite, vaut très peu cher, et mais tape très fort et surtout peut se réactiver une fois par partie, une deuxième fois pour retaper. Donc à partir du T2, quand les mecs commencent à te balancer 4 attaques chacun en 3+, moins de 2, c'est pareil, en fait ils sont très indépendants, ils valent vraiment pas cher, donc je trouve que c'est une très très bonne unité. Et ça a été une belle surprise. Il nous reste à voir le décor et les sorts persistants. On va commencer par les sorts persistants. Est-ce que les Zombettes sont pas parmi les premiers à en avoir eu? Je me rappelle qu'ils m'avaient marqué le taureau. Si, ils sont parmi les... Je crois que c'est même les tout premiers à en avoir eu. Et là, on est dans une édition de leur Battle Tome où ils sont contents d'en avoir. Parce que jusqu'à présent, je trouvais quand même globalement le BT très équilibré entre les dégâts, le tanking et le coup en point. Là, on va prendre le cas du Wildfire Taurus. 70 points, yes. Donc moins 30 points par rapport à avant, là où il valait 100. Parce que comme tous les sorts persistants, il avait monté en points. Parce que maintenant les sorts persistants se déplacent à la fin de chacune des phases de héros. Lui, il se paye le luxe de bouger de 12, donc il est hyper mobile. Et là où il est devenu, je pense, un peu game break, c'est qu'avant, il mettait des blessures mortelles, et s'il infligeait un point de vie, l'unité frappait toujours en dernier. Maintenant, il met des blessures mortelles, mais à la rigueur, on s'en fout. Toutes les unités à 3 de lui subissent le Fight Last. Je trouve ça un poil trop fort. Voilà. On rappelle, c'est la 3e itération pour un Fight Last, et là, il le fait en zone, et il a un gros cul, papa. Donc, il a un très gros socle, il le fait automatiquement, en fait, c'est ça qui est un peu fort, et potentiellement sur plusieurs unités. Alors oui, c'est un Endless Spell, donc ça peut se conjurer, l'adversaire peut même choisir une action héroïque pour le faire. Enfin, le truc, c'est qu'avant, il valait 100 points, et je trouve qu'il les valait carrément. Maintenant, il est meilleur qu'avant, et il a perdu en points. Donc j'ai un tout petit peu du mal à le comprendre, lui. Faut les vendre, Pride, faut les vendre. Oh bah, je pense qu'ils en avaient déjà bien vendu parce que tu le voyais beaucoup le taureau. Tu vois, par exemple, j'en ai un de taureau. Honnêtement, je trouve qu'il est très fort. Après, comme l'armée, encore une fois, je vais pas me répéter, mais globalement cher, il n'est pas non plus si simple que ça à rentrer, sachant que les 3 sont bien. Il va falloir faire des choix, mais je le trouve vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Yes, on va maintenant passer justement à la nuée de petits oiseaux qui sont les Ravenwing et Direflock qui ne coûtent que 40 points. Et pareil, système de jeu. Un que je trouve très sympa parce que pour le coup c'est frais et l'autre que du côté que j'aime pas. Le premier effet, c'est tout simplement quand on est à 6 pouces ou moins d'aile, alors on ne peut pas faire de rallye. Et je trouve qu'aujourd'hui le rallye est malheureusement un mécanisme qui était frais au début de cette V3 mais qui devient cancer sur certaines armées. Et là, le simple fait de se dire, écoute, tu sais quoi, moi dans mon arsenal, j'ai pour 40 points le fait de se dire non, tu ne le feras pas à 6 pouces de lui. Contre du Doc, contre du FS ou contre du Gloomspite, qui sont les 3 armées qui rallient à 4 aujourd'hui. Et ça peut créer des frustrations parce que, en fait, encore une fois, le ralliement ne se paye pas dans les coups en point. Donc, quand tu commences à remonter trop de figurines sur du 4+, bah, en fait, elles ne valent pas le prix que tu les as payées. Elles valent beaucoup moins et ça fait des trucs un peu dégénérés. Celui-là, il est très fort. Il a le mérite de coûter que 40 points. C'est plus comme avant où il se déplace n'importe comment dès que quelqu'un s'approche de la volée de corbeau. Maintenant, c'est 3 qui doivent rester l'un près des autres. Mais maintenant, c'est quand même 3 socs de 40. Donc, ça prend de la place. Et empêcher les rallyes, je trouve ça très bien pour un prédateur qui bouge 2 fois. Et deuxième effet qui se coule, c'est à chaque fois qu'une unité va tenter un ordre, sous-entendu dépenser un point de commandement, on va jeter un dé si on a 6 pouces ou moins de cette figurine, et sur un 5, alors l'ordre ne sera pas donné, et par contre on dépensera quand même le point de co. Et c'est la dépense du point de co qui à chaque fois me racle un petit peu la gorge. Je suis d'accord, l'effet en soi est fort, reste aléatoire mais est fort, mais la dépense du point de co elle est un peu en trop, quoi. Parce que là pour le coup, déjà en soi pour 40 points c'est fort de pas rallier. Mais alors en plus tu rates ton ordre, assez souvent c'est game break, t'empêches un ordre, et tu perds ton point de co, mais lui je le trouve vraiment très bien, vraiment très bien. Yes. Et il nous reste à avoir un petit sort persistant, c'est le Bignou. Oui, le gros Bignou. Qui lui coûte 30 points. Qu'est-ce que tu peux dire sur lui? Bah, il a une zone qui augmente, comme avant, et tant mieux, parce que lui, pour le coup, il n'est pas prédateur, c'est son seul défaut, mais pour le coup, il vaut vraiment pas cher. La zone va augmenter de 6 pouces à chaque tour, donc mine de rien, ça va quand même assez rapidement prendre de la place. La note du concept nous explique que s'il est conjuré, puis relancé derrière, on repasse à 6 pouces. Et c'est un moins un bless, mine de rien, pour 30 points.
dans une armée qui cherche ses mécanismes de tanking et qui en trouve pas tant que ça. Je le trouve vraiment pas si mal, et je pense que dans la plupart des listes où il va nous rester... Alors 40 points, on ira peut-être chercher celui-dessus, mais il va nous rester 30 points, et il y a un certain nombre de builds où tu finis à 1970, et bah tu dis soit mon triomphe, soit ça, et mine de rien, le moins un bless assez régulier sur son unité de destin ou ce genre de choses, il justifie très bien. Donc vraiment, les 3 endless spells, je les trouve très forts. Petite source de frustration potentielle sur le deuxième, si tu commences à trop enchaîner les scènes plus, ça peut être game break, et je pense que le taureau est vraiment très bon. Yes, il nous reste à voir les amis le décor de faction, c'est-à-dire la fameuse pierre des hardes. Là pour le coup, gros changement quand même, puisque maintenant tout simplement, 2 mécanismes de règles. Un, au début du 2e round de bataille, et ton armée a -1 en reine supplémentaire, et à partir du 4e round de bataille, tu as -2. Facile, simple et clair. Voilà. Alors, il n'y a plus d'immune braverie, il n'y a plus de ralliement à 4. Ça a été décalé d'un tour, le malus de reine, parce que ce n'est plus que T1 et T3, c'est T2 et T4, ce qui concrètement change tout, et je pense que malgré tout ça, ça reste un des tout meilleurs décors de faction du jeu. Le T4, c'est relativement tard pour décider le cours d'une partie, qui en général est bien entamé au niveau du T3. Maintenant, rien que le -1 reine générique sur toute l'armée, c'est quand même pas dégueulasse, quoi. Un décor de faction qui dit à partir du T2, t'as -1 reine partout. Et mine de rien, là où c'est intéressant, alors tu n'as plus l'invoque, et en fait c'est ça qui rendait vraiment ça très fort, c'est que n'importe quelle unité que tu invoquais, même T3, T4, T5, elle arrivait directement avec ses -2. Là, tu n'as plus d'invoque. Mais toutes les petites unités qui vont être restées, les cordons, les unités à demi-effectif sur lesquelles tu vas pouvoir commencer à lâcher des rallyes, etc., vont devenir très menaçantes parce que reine -2, quoi. Donc les fins de partie restent tendues pour l'adversaire malgré ça, parce que même 5 pauvres gores qui se baladent, ils peuvent réussir leur charge, te mettre le fight last, te taper. S'ils sont équipés avec les 2 armes, ils vont avoir 15 attaques. 15 attaques reine -2, ça peut sortir quand même un certain nombre de choses. Et donc ça peut te débloquer une petite tactique ou tout genre à fait. de Donc choses. franchement, maintenant je le trouve fort, mais équilibré et nécessaire à l'armée, parce que s'il l'avait totalement zappé, il y aurait eu un défaut de rend. Voilà. On a fait le tour, les amis, de ce qui va faire le sel de ces petites bêtes, c'est-à-dire l'aptitude d'allégeance et les war scrolls. Écoute, ça sonne quand même comme étant fort, Ouais. pas débile. Finalement, il va juste falloir apprendre à jouer contre parce que ce sont des tout nouveaux mécanismes de jeu. C'est marrant parce qu'en fait, c'est ce qu'on avait pensé à la première lecture des Cruel Boys. Et finalement, en fait, comme les mécanismes étaient un petit peu faiblards, on n'a pas eu à apprendre à jouer contre. On a juste à s'en foutre et puis on joue et puis et ça déroule. Là, il va falloir apprendre à se déployer contre. Ouais. Il va falloir apprendre à faire des espèces de cercles pour enfermer nos personnages. Comme ça, ils seront pas justement harponnables. Et ça sera l'unité qui bougera. Mais finalement, quand vous allez mettre un bonhomme ici, votre bonhomme sera là, même s'il bouge de D6, globalement, votre bonhomme sera toujours protégé. Donc voilà, c'est une armée qui va demander énormément de temps pour apprendre à jouer contre. Une fois que ça sera fait, on va quand même nous priver de pas mal de frustration. Mais je trouve que c'est également une armée qui va nécessiter un certain nombre de prises en main de la part des joueurs. Ouais. Là où avant, tu spammais le dragon ogre, Non, mais c'était pas une armée qui était faite pour. C'était du spam de trous dans la raquette. tu étais immune braverie, tu ralliais sur du 4, ton point de vie ne valait absolument rien parce que les unités avaient subi 3 nerfs successifs de leur coup en point. Ils n'ont pas resubi de hausse à partir du moment où la pierre des hardes est arrivée, qui était d'une permissivité folle et qui était une des toutes meilleures armées du jeu. Bref, je pense qu'aujourd'hui c'est terminé. Donc l'armée va être beaucoup moins frustrante parce qu'avant jouer contre de l'homme-bête, tu avais l'impression de ne pas jouer au même jeu, ou en tout cas, tu avais l'impression de jouer à 2000 contre un mec qui joue à 3000. C'était un peu chiant. Voilà. Aujourd'hui, je pense que l'homme-bête est fort, mais pas facile à prendre en main. Parce que tu tombes quand même pas très bien, t'as vraiment pas intérêt à te tromper, tes unités valent cher. Et je pense que pour vraiment faire des trous, là où tu as besoin d'en faire, il n'y a pas que le fight last qui va être important. Je pense qu'un certain nombre de synergies, de sorts, va être bien. D'affaiblissement, Ouais. avec justement le fait de faire des actions, encore une fois, héroïques et de grappiller quelques PV pour faire en sorte qu'on ne perdra pas ce fameux trade dont Ouais. on parle, cet échange de ressources. Parce que là, clairement, des ressources, on va en avoir moins que l'adversaire. Hein. Maintenant, je trouve que l'armée coche quand même beaucoup de cases, parce que le Battle Tom, en tout cas, coche beaucoup de cases. Il y a beaucoup de rejouabilité. Il n'y a pas une sous-allégeance qui va écraser les autres. Il y a des vrais choix à faire entre le Bulgore, le Dragon Ogre, le Bestigore, l'Enlightened, même le Gore de base avec son fight last. En termes de modèles, tu connais mieux la gamme que moi. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es une armée, est-ce que ça a vieilli ou pas? Parce que moi, j'ai pas mal de préjugés négatifs. Bah honnêtement, le Gore, l'Ungor et le Bestigore sont des figurines de Warhammer Battle, mais c'est des kits plastiques qui ont, je trouve, relativement bien vieilli, qui s'adaptent bien sur le socle rond. La sculpture de tout ce qui est Minotaur est quand même un peu grossière au niveau des muscles. T'es encore Mais ça a en du charme, dessous c'est de comme les l'ogre. ogres. Mais je trouve que ça a du charme. Après, il y a des poubelles dans l'armée. Hein. Les centaures sont dégueulasses, le Razorgore est immonde, les chars sont pas beaux. Mais toute la partie de Sangor est relativement récente, date du début d'AOS. Donc honnêtement, tu peux te faire une armée. Le Gorgon et le Sigor sont des vieux kits plastiques, mais je trouve qu'ils ont quand même du charme. Une patte de ouf. Voilà, donc Là, t'es ils sur sont du énormes. médiéval fantastique, Voilà. ouais. Donc je trouve qu'honnêtement, l'armée a pas mal vieilli. Tu as quelques références en résine, mais comme il n'y en a aucune qui est très très forte, tu peux jouer une armée totalement sans résine. Les bêtes du chaos, enfin
les abominations des cérébrés, là, les trucs de Morgur, tu les convertis plus ou moins comme tu veux. Donc en termes de modélisme, en plus c'est de la fourrure et de l'armure corrodée, donc ça se peint quand même relativement facilement. Même quand on a beaucoup, et tu as suffisamment de variété pour jouer beaucoup de choses. Donc honnêtement, je trouve que le Battletome coche beaucoup de cases, générerait moins de frustration pour l'adversaire, même peut-être moins de frustration pour les gars qui les jouent, parce que très honnêtement, l'armée était en autopilote, quoi. Alors qu'aujourd'hui, pour réavoir les performances que tu avais avant, si tu restes sur de l'homme bête, il va falloir que tu te creuses beaucoup plus la tête et que tu ailles chercher, je pense, un gameplay, la comparaison va peut-être un peu choquer, mais plus proche du Sylvaneth que simplement de voilà, ce que tu faisais avant. Même s'il y avait un tout petit peu de stratégie quand même à haut niveau dans la plupart du temps, c'est ça. Donc voilà, franchement, je trouve que ce BT coche toutes les cases et voilà, il me paraît pour le coup vraiment bien équilibré. D'accord, écoute, top, ça fait plaisir en tout cas de voir que la Games fait un beau Battletome qui, on va dire, dans la lignée de ce qu'on attendait pour avoir une forme de version assez homogène. Et encore une fois, je trouve très intéressant, c'est à peu près à 50% de version, ou en tout cas juste là de se rendre compte que par rapport aux armées qui sont sorties, ils arrivent avec des mécanismes frais d'action héroïque, là de renfort qui sont complètement uniques et d'action monstrueuse. Pour le coup, c'est quand même assez frais et sympa et ça donne envie en tout cas de tester aussi bien avec que contre. Et ça, c'est très positif. Un grand merci à toi d'être venu justement présenter ces petites zombettes-là, ces petites biquettes qu'il va falloir traire maintenant. On espère clairement que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager, à mettre vos petits coups de sabot dessus pour les joueurs homebet. Si vous voulez continuer de supporter French Royal Studio et les amis, on a besoin de vous. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la plateforme Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.